Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Vidéo Club, votre émission de cinéma qui parle de films, qui en parlent en bien, qui en parlent en mal, mais en tout cas, qui en parlent, et ça c'est le plus important. Bienvenue pour ce 27e épisode, on est très content de vous retrouver cette semaine pour vous parler de plein de films très sympathiques avec la fine équipe, un peu réduite, mais la fine équipe habituelle. Salut tout le monde. Hello. Comment vous allez? Je regarde directement Théa. Salut Théa, comment tu vas? Ça va mieux depuis que j'ai regardé Sibylle de Justine Triet. Ah, un film que tu devais rattraper depuis un bout de temps en plus. Exactement, et bah j'aurais qu'une chose à vous dire, allez le voir du coup sur votre télé parce qu'il est plus en salle, hein. Mais allez le voir, il y a mes choux à la crème préférée dedans, donc foncez. Et bah tu vois, même dans l'introduction, on peut donner un avis sur un film et ça c'est merveilleux. Merci beaucoup à toi. Et surtout, salut Elsa. Coucou. Mais comment tu vas, d'Ivoire? Mais écoute, je vais bien. Pour moi, c'est la reprise. C'est un peu compliqué. Et bon, mais c'est bien parce qu'on est en octobre. Donc du coup, il y a les feuilles qui se colorent d'un orange et d'un rouge poétique. Tant de poésie. Et il y a les champignons qu'on peut manger qui sont très bons. Il y a les pumpkin spice latte. Il y a... Non, tu peux les faire toi-même pour ta gouverne, si jamais. Des faits maison. Des faits maison. Mais voilà, il fait un peu plus frais, entre guillemets, mais voilà, donc je suis contente, c'est le début de l'automne, il y a Halloween, voilà, spooky season is here, guys. Ah, une période poétique, et qui dit poésie dit culture. Ah, je travaille mes transitions tous les jours avec un gros programme aujourd'hui parce que on a plusieurs films d'actualité. Tout d'abord, on parlera du dernier Quentin Dupieux, Yannick, un film très particulier. On vous expliquera pourquoi. On enchaînera ensuite avec la grosse révélation de cette année, à savoir le prix du public à Cannes, ou plutôt le prix du jury, pardon, pas prix du public, mais le prix du jury, avec Les Feuilles Mortes. On enchaînera avec le gros film Amazon, comédie française avec le grand Jonathan Cohen que vous avez vu évidemment dans Le Flambeau et La Flamme, à savoir Sentinelle. On enchaînera ensuite avec un grand réalisateur qui revient sur grand écran, à savoir Michel Gondry et son Le Livre des Solutions. On enchaînera ensuite avec tout ce qui est streaming, et oui, par en on passera un petit coup vers Disney+, avec le dernier film Pixar, Élémentaire ou Elementary en anglais. Et enfin, on reviendra sur un film d'actualité de cet été que malheureusement on n'avait pas réussi à vous parler il y a 2 semaines, mais on s'était dit qu'il était important de vous parler de Talk to Me, le dernier gros film d'horreur de cet été, made in A24, qui a été proposé sur grand écran. On enchaînera enfin avec la carte blanche d'aujourd'hui, carte blanche de Théa. Théa, tu auras carte blanche pendant 5 minutes pour nous parler de ce que tu veux, un film ou une thématique, mais ça, on en parlera à la fin de l'émission. Trêve de bavardage, commençons directement avec le programme du jour et on va entrer directement dans le monde fantastique de Quentin Dupieux avec Yannick. Le mec qui me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? Y a pas moyen que ça continue. Vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire. D'accord? Yannick est donc le nouveau film de Quentin Dupieux, après évidemment Incroyable mais vrai et Fumer fait tousser, des films qui sont sortis de manière très rapide à quelques mois d'intervalle. Faut vous dire que l'année passée, Quentin Dupieux, donc ceux qui suivent l'émission de manière assidue et depuis longtemps, ont vu qu'on a parlé 2 fois de Quentin Dupieux l'année passée, et il revient encore une fois cette année, c'est-à-dire il en balance des films en l'espace de très peu de temps, et ça c'est très rare. Donc le dernier film de Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau, réalisé donc par lui-même, et avec plusieurs acteurs et actrices, notamment Raphaël Quenard, Pio Marmaille, Blanche Gardien et Sébastien Chazagne. Le synopsis: en plein
pleine représentation de la pièce Le Cocu, un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main. Nous sommes deux à l'avoir vu, Théa et moi-même, et je propose de directement commencer avec mon avis. Alors déjà, pour poser un peu un élément important, je le dis à chaque fois, et je rabats tout le temps les personnes que je connais autour de moi sur ça, mais j'adore Quentin Dupieux. Je trouve qu'il a un univers qui me plaît énormément. Alors, je pense que c'est un auteur très particulier et pas forcément si facile accessible que ça. Disons que son univers, le monde de l'absurde, le monde de comment en fait on va te prendre dans un film et on va te balader dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui en gros fait qu'à chaque fois que je vais voir un film de Quentin Dupieux, je sais que je vais voir une expérience. Alors ça va être le cas d'Incroyable mais vrai, donc un des derniers qui est peut-être pas un des meilleurs, mais on peut prendre par exemple Réalité, on peut prendre Au Poste, et on peut surtout prendre mon film préféré de Quentin Dupieux, à savoir Rubber, qui... Et j'en vous ai déjà parlé plein de fois de ça dans cette émission, je vous en reparlerai une autre fois, mais foncez voir Rubber, c'est démoniaque. Et Yannick, bah du coup évidemment je me suis pressé pour aller voir Yannick en salle parce que je suis fan de ce gars, j'aime beaucoup la direction qu'il prend, malgré le fait qu'il y a 2 ou 3 trucs où je comprends un peu moins bien, mais j'ai été voir Yannick, donc il faut savoir déjà, pour le contexte un peu du film, c'est que c'est un film qui a été réalisé et tourné très très vite. C'est-à-dire le film a été commencé et fini en 6 jours. Le film a duré moins d'1 semaine pour faire un film. C'est juste incroyable. C'est-à-dire c'est vraiment 6 jours de tournage et de mise en scène et de travail de montage. 6 jours. Et vous avez un film. Et en plus de ça, ça a été un film qui a été un peu en mode pirate. C'est-à-dire c'est vraiment, sans que personne le savait, juste un peu 2 ou 3 distributeurs, etc. qui le savaient, mais tout était un méga projet discret et secret, on va dire. Et c'est pour ça que le but, c'était de pas en parler. Et en fait, quand la bande-annonce est sortie, tout le monde a été méga surpris. Et évidemment, c'est une démarche du réalisateur, Quentin Dupieux, de réussir à faire ce truc-là pour que tout le monde soit surpris. Donc le contexte, je dis ça parce que j'ai le synopsis devant moi et c'est vraiment marqué le cocu. Donc le contexte posé, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit Yannick ? Eh ben, je suis plutôt content, il faut le dire. Bah, je trouve que c'est un bon film dans la filmographie de Quentin Dupieux. Je pense même que c'est probablement l'un des plus drôles de Quentin Dupieux. Je trouve qu'on se marre énormément devant ce film et pour moi, ça va porter l'un des plus grandes qualités de ce film. C'est Raphaël Quenard, qui est, pour moi, l'un de mes plus grands chouchous du cinéma français actuellement. Ce mec est juste génial, on en reparlera parce qu'il est présent dans un autre film de cette sélection d'actualité, mais Raphaël Quenard, dans ce film, à chaque fois qu'il se lève, à chaque fois qu'il prend la parole, à chaque fois qu'il est à la caméra, soit tu éclates de rire et le mec est génial dans la comédie qu'il essaie de proposer, soit... il te transmet un truc émotif. Il te transmet une émotion juste dingue en très peu de choses. Oui, je l'aime, ce mec. Et en vrai, c'est peut-être un peu bizarre, ça fait peut-être too much, mais le problème, c'est que tellement que ce gars est sous-coté dans le cinéma français, tellement qu'on lui donne pour l'instant pas des grands rôles, que je trouve dommage parce que j'aimerais vraiment le voir dans des très grands rôles. J'aimerais vraiment le voir dans un truc vraiment poussé où il est au centre lui-même. Et Quentin Dupieux lui a donné cette opportunité et je trouve qu'il a démontré dans ce film toutes ses capacités en tant qu'acteur, qu'en plus a un parcours très intéressant. En plus, je vous invite à aller regarder. Il était dans le film d'Azanavicius, non ? Coupé. Il me semble. Il Oui. jouait le gars qui a la chiasse. Exactement, il me. Non, je crois pas que c'est lui. En tout cas, il lui ressemble, mais je crois pas que c'est lui. Oui, c'est pas lui, mais il lui ressemble. J'ai pensé aussi à un moment donné que c'était lui, mais ça l'est pas. C'est un mec qui lui ressemble à fond. Mais en tout cas, très gros coup de cœur sur Raphaël Quenard. Si, c'est lui. C'est lui ? Incroyable. Celui qui a la chiasse parce qu'il digère pas l'eau et qu'on emmerde, et il est incroyable dans ce rôle. En tout cas, si tu veux donner envie aux gens d'aller voir Coupé, là tu viens de donner une description qui est juste fantastique. Mais oui, donc pour dire en fait sur ce film, c'est le travail classique de Quentin Dupieux, c'est un truc qui va dans l'absurde, ça te prend dans un pitch de départ que évidemment je ne vais peut-être pas vous révéler parce que le but c'est que vous soyez un peu surpris de ce moment-là. Qui te prend dans une direction et qui ne va plus te lâcher. Et oui, ça va paraître absurde, tu vas te perdre un peu dans cette mise en scène et tu vas te perdre un peu dans cette histoire. Mais bah, ça fait du bien aussi d'être perdu et de se faire balancer à droite à gauche et de découvrir un truc que tu n'as pas. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me touche, c'est
l'expérience cinématographique. Et je trouve qu'avec Quentin Dupieux, on a régulièrement ce truc-là, et c'est quelque chose que je retrouve aussi là-dedans. En général, tous les acteurs sont au top, hein. Franchement, il n'y a rien de particulièrement mauvais là derrière. Même en termes, au niveau analytique, Quentin Dupieux laisse toujours quelques petits messages politiques, ou en tout cas un message dans le fond qui est intéressant, et je trouve que ce message-là est plus compréhensible que Fumer fait tousser. Incroyable mais vrai était compréhensible je trouve dans son message, mais Fumer fait tousser était très compliqué à comprendre, voire je pense qu'il y a des gens qui surinterprétaient le film. Là je trouve que l'interprétation est plus lisible entre guillemets et plus claire, donc ça c'est quelque chose de très 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 positif. En vrai, vu que c'est quand même un moyen métrage de 1 heure, je vais pas non plus vous brasser les oreilles pendant des heures et des heures. Sachez juste que pour moi c'est un bon film de Quentin Dupieux. Ce n'est peut-être pas un de ses meilleurs, mais je pense que c'est un de ses tout bons. Quentin Dupieux, c'est un des tout bons de ce réalisateur, pour son contexte de création et pour ce qu'il propose. Je trouve ça très intéressant, et de toute façon ce n'est que 1 heure de film, donc en vrai vous n'avez pas vraiment le temps de vous emmerder. Et pour dire, je trouve la fin très touchante, très marquante, et même un peu difficile d'une certaine manière, mais bon, on vous spoilera pas, mais à mon avis, foncez voir ce film, franchement, vous ne pouvez que être interloqué par cette création, et voire même pour un premier film de Quentin Dupieux, je pense que c'est une bonne porte d'entrée vers le réalisateur. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors dire que ça dure qu'1 heure, je te jure, c'était mon c'était mon argument pour convaincre une personne d'aller le voir avec moi. Ouais. Et d'ailleurs, petit big up au cinéma de Bellevaux, cinéma indépendant lausannois, très bobo, mais très sympathique. Non, ça va, il est pas si bobo que ça, il est plutôt hipster, on va dire, il a pas encore eu le temps de se boboiser. Et big up aussi aux pieds nus de la personne qui était vers le premier rang et qui a foutu ses pieds sur les sièges. Ça m'a dégoûté, merci beaucoup. Honte à toi. Honte à toi. Mais bon, mais de nouveau, en vrai, c'est ce que t'avais dit. Pour moi, c'est le Quentin Dupieux le plus accessible parce que dans la salle, c'était... Bon, alors on n'était pas 2550, évidemment, parce que c'est pas une salle de flan, mais les gens se marraient quand même très régulièrement. Et pas forcément, tu sais, aux blagues évidentes. Il y avait... Enfin, tout faisait pas mal marrer, quoi. Ouais. Que ce soit des échanges, de l'acting, peu importe. Enfin, du coup, pour moi, c'est le film de Quentin Dupieux qui peut-être... est le plus simple pour entrer dans cet univers absurde et se faire un peu emmener partout. Genre, j'adore comme tu décris ça. À chaque fois, on dirait qu'on est en train de te boxer à chaque fois que tu vas au cinéma. Genre, j'adore être pris partout. Enfin bref. Mais alors, franchement, je trouve que pour un budget de 900... Alors, je suis allée voir, c'est 950 000 balles. C'est assez ouf. Mais du coup, j'avais une question pour toi, Lucas, si t'as une réponse. Est-ce que, du coup, c'était produit par lui-même, non ? La Shifumi Production et puis je sais plus quoi là. Oui, lui il est producteur, c'est-à-dire il produit aussi le film, notamment avec Hugo Selick, Mathieu Verlaine. Mais après les producteurs précis je ne les connais pas. En tout cas je les ai pas directement là. Mais oui il est producteur avec d'autres. Ok ouais non, je me posais la question vu que t'as dit que c'était un projet qui était quand même assez secret. D'ailleurs c'est drôle parce qu'il sort aussi un autre court-métrage, il me semble sur Dali. Et à ce sujet-là, il avait dit que lui faisait du divertissement. Et pour moi, ce film, c'est à peu près ça. Genre, c'est un peu ce que t'as dit, l'interprétation. Je crois que c'est même un long métrage, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, je me souviens plus, mais c'est... De nouveau, il me semble que c'est pas 3h50 de film, quoi. C'est assez court. Mais c'est un peu ça, tous ces films sont méga courts, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il faut pas non plus aller chercher midi à 14h, hein, quand il s'agit d'interprétation de ce film. Il est plutôt assez simple. Mais il est pas simpliste non plus, parce que j'ai l'impression que tout est... comment dire, tout est appréciable. Le jeu des acteurs, déjà, merde, comment il s'appelle, Quenard. Raphaël Quenard. Raphaël Quenard, il est genre exceptionnel. Incroyable. Il est tellement bon en gardien couillon de base. Je l'adore, vraiment. Puis même les autres acteurs, ils sont incroyables. Il y en a très peu qui sont, comment dire, pas connus, mais qu'on arriverait à reconnaître en tout cas. Mais j'ai beaucoup parce que même si certains personnages sont pas du tout développés, notamment le public, ce qu'on voit d'eux, ce qui est dit, ce qui est montré, ce qu'ils font aussi, je trouve que c'est assez pour avoir une bonne idée de qui ils sont. On n'en fait pas trop, mais on leur laisse quand même un petit moment pour caractériser un peu tout le monde, quoi. Et je trouve que c'est sympathique parce que du coup, ça rend le truc plus humain et plus vivant. Et bien, franchement, la troupe des comédiens, c'est vraiment incroyable. Genre, le personnage de Paul Rivière, interprété par Pio Marmaille, qui est aussi, d'ailleurs... un acteur très très prolifique et incroyable. C'est un véritable cliché sur pattes de l'acteur prétentieux, arrogant
mais quand même très très mauvais, mais qui jouera n'importe quoi. Mais alors qu'en plus de ça, le mec dans la vraie vie, c'est un amour. Enfin, Ah ouais, Pio Marmaille est quand même quelqu'un de très Il gentil. est incroyable. Et alors, je parle comme si je le connaissais. En vrai, Et je ne Pio. le connais pas évidemment, mais les interviews qu'il fait, à chaque fois, on sent qu'il y a un vrai côté humain derrière, et voire même un vrai côté cinéphile. En fait, on sent qu'il y a un vrai côté cinéphile derrière ce gars, et ça, c'est dingue, quoi. C'est vraiment dingue. Ah ouais, totalement. Puis même Blanche Gardin, que je supporte très peu, je vais revenir là-dessus dans le livre des solutions. Mhm. Là, ça allait. C'était agréable. Et puis ouais, c'est comme t'as dit, le message est pas très compliqué à comprendre. Ouais. Après, il est assez, je sais pas comment dire ça, il est assez nébuleux, on va dire, pour qu'on puisse quand même avoir une petite marge Ouais. d'appréciation. Et puis effectivement, la dernière scène, moi, elle m'a beaucoup, je vais pas dire qu'elle m'a choquée, mais en tout cas, elle m'a beaucoup émue. Ouais. Parce que tout d'un coup, t'as plein d'émotions très antagonistes qui se rejoignent, parce que c'est une fin qu'on pourrait appeler controversée. De résolution totale de toute l'intrigue. Genre, toute l'intrigue mène un peu à ça. Ouais. Et personnellement, je m'y attendais pas. J'étais Qui porte un message très fort en plus de ça. Je trouve que ce que le film essaye de t'apporter pendant... Enfin, tout ce que le film essaye de dire pendant toute sa diégèse et pendant toute Ouais. son histoire, la fin va casser et donner un coup de massue, je trouve, et apporter un espèce de côté un peu fataliste dans ce qu'il essaye Ouais, de dire. Sur la ouais. question de la liberté de création, sur l'idée qu'il y a une possibilité que tout le monde peut créer quelque chose, et c'est un espèce de ode à la création, mais avec à la fin ce côté un peu... justement, répressif, on va dire. tout le film est quand même assez naïf sur sa façon dont il développe la création d'un personnage Mhm. et comme il laisse s'exprimer un personnage en particulier. Bah, en vrai, c'est pas du spoil, mais c'est ce qui est marqué. Genre, celui qui interrompt la pièce, il veut en faire une autre. Et j'ai trouvé que ce film prend ça de façon très naïve et très sympathique. Genre, justement, t'as de l'affection pour ce personnage-là pendant tout le film. Et du coup, la fin est encore plus enfin, pas problématique, mais je pense qu'elle est quand même controversée. T'auras plein d'opinions différentes sur la fin. Certains diront que c'est très bien, d'autres diront que c'est horrible, d'autres seront plus nuancés. Enfin, je sais pas. Pour un film aussi court, avec un budget aussi serré, avec un tournage aussi intense, je trouve qu'il y a quand même pas mal de matière à en tirer. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était fait sans trop d'artifice. La personne avec qui je suis allée voir ce film et qui se reconnaîtra parce qu'elle nous écoute Salut à toi. dira que oui, mais il y a un Deus Ex Machina un peu nul au milieu que j'arrive pas trop à m'expliquer. C'est le seul truc que j'ai pas aimé dans ce film. Mhm. Ouais, bon, suspension de la crédibilité, tout ça. Oui, mais surtout que dans le monde de Dupieux, les Deus Ex Machina deviennent presque un toc de réalisation, on va dire. Ça devient presque Ah. un élément de réalisation, une identité de réalisateur qui est de dire, mais dans le monde absurde dans lequel on est, et que dans les films absurdes qu'il essaye de faire, et bah l'absurdité apporte aussi des éléments qui viennent casser le scénario, et que oui, tu pourrais dire, ah, c'est de la facilité scénaristique, et en même temps, ça veut aussi dire quelque chose, et ça a aussi un sens, on va dire, dans ce que le film essaye de dire, ou plutôt ce que le monde de l'absurdité essaye de dire. Et ça, du coup, il y a quelque chose aussi d'intéressant. Ouais. J'allais aussi te demander si tu pouvais parler d'une scène en particulier niveau réalisation, peut-être pour expliquer le style Dupieux ou ce qui t'a marqué dans ce film-là, parce que je sais que toi, En termes de réalisation, tu dis? Ouais. Mais en plus de ça, moi, celui-là, je trouve qu'il est assez différemment réalisé que les autres. Alors bon, il y a quand même encore un gros point qui tu sens que c'est un film de Quentin Dupieux. Mais je pense qu'il y a plusieurs scènes qui m'ont marqué. Déjà la scène de fin. Ouais, Je pense que la mise en scène de la scène de fin, qui est pour le simplifier, on va dire que c'est un plan sur un visage de quelqu'un avec un travelling en avant qui fonce vers le personnage, et il y a un carton noir tout d'un coup qui arrive à la fin, et le carton noir est très long. Ouais. Ça, c'est un truc un peu particulier. On pourrait dire que c'est involontaire, mais si, je pense que c'est complètement volontaire et il y a un choix là derrière. Mais cette scène-là est particulière, je pense qu'elle est très bien réalisée parce qu'elle te prend les émotions. Ouais. Après, c'est pas un truc particulièrement dingue parce que c'est un gros plan sur le visage de quelqu'un, c'est un truc qu'on fait depuis tout le temps dans le cinéma, donc c'est rien de particulièrement foufou. Maintenant, moi, une des scènes qui m'a vraiment marqué, je pense que c'est la première apparition, la première interruption de Yannick dans ce théâtre, qui est aussi la première apparition qu'on voit dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil, c'est vraiment le truc que tu vois dans la bande-annonce, c'est Yannick qui intervient, qui lève la main et qui dit « Ah, excusez-moi, je voudrais intervenir 2 secondes ». Moi, je trouve que toute cette première intervention du gars, c'est un truc que j'aime bien, parce que c'est hyper bien rythmé, parce que le chant contre chant, et en même temps, c'est pas un chant contre chant simple, parce qu'il me semble que la caméra bouge aussi dans l'espace, et que du coup, c'est pas simplement ça. Il y a quelque chose qui est intéressant. Moi, si je devais rappeler 2 scènes qui vraiment ont marqué, c'est
cet échange lunaire est tellement drôle entre les deux personnages, et cette scène de fin qui est complètement différente de l'ensemble du film, et qui vraiment émotionnellement, et même en termes de ton, de la tonalité du film, il change complètement. C'est-à-dire on passe d'un truc qui est vraiment drôle, fandard, qui est un peu absurde, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est trop drôle. Enfin trop drôle, qu'est-ce que c'est que ça, et à la fin, bam, le ton il change complètement, et on n'est plus dans l'humour, on est dans quelque chose de sérieux, et ça prend au cœur, ça prend vraiment au cœur. C'est un peu comme si pendant tout le film on était dans ce petit écrin de créativité, de ce moment de cinéma mais qui s'échappe un peu à la réalité, puis tout d'un coup à la fin on se rend compte mais en fait on aimerait bien ou on n'aimerait pas, peu importe, mais c'est ça qui te rattrape à la fin, ces dernières scènes, ce dernier plan. Et toi, si je devais terminer pour conclure sur ce film, si tu devais me donner un peu, si tu devais nous donner une scène qui t'a vraiment marqué, ce serait quoi? Toute la scène avec l'imprimante, j'ai trouvé ça trop drôle. Ça veut rien dire, mais les gens qui iront le voir comprendront. C'était donc notre avis sur Yannick de Quentin Dupieux. Vous avez donc bien compris que notre avis est plutôt positif sur ce dernier film de Mister Oiseau, parce que oui, c'est son deuxième prénom, Mister Oiseau. Donc c'était notre avis sur Quentin Dupieux, et on va enchaîner avec quelque chose de très différent, parce que cette fois-ci, on va vous parler du prix du jury du Festival de Cannes, qui n'est autre que Les Feuilles Mortes de Aki Kaurismäki. Puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta? En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa. Olen vankina täällä ikuisesti. Myös hautausmaata kiertävät aidat. Kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin. Olen etsinyt sinua kaikkialta. Ajattelin, että löysit mieleisemmän. Itseäni siedä. En tarvitse muita. Sinusta en tiedä. Myönnän jos. Mukava asunto. Sen teen vain itseni tähden. Les Feuilles Mortes est donc le dernier film de Aki Kaurismäki, réalisateur très connu, mais qui, pour plusieurs personnes d'entre nous, c'était notre premier film qu'on découvrait le réalisateur. Enfin bref, réalisateur très intéressant, très politique, qui a surtout l'habitude d'être, on va dire, dans plusieurs festivals, notamment Cannes, notamment le Lion d'Or, le Lion d'Or à Venise, notamment l'Ours aussi à Berne, non, c'est quoi déjà ? Berlin. Le petit synopsis du film, deux personnages solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l'autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur. Ce film est interprété notamment par deux acteurs qui prennent le premier rôle, à savoir Alma Poisti, je suis vraiment désolé pour la prononciation, c'est pas facile pour moi, Alma Poisti et Jussi Vatanen, donc les deux rôles principaux de ce film. Nous sommes toutes et tous ici à l'avoir vu, notamment donc Théa, Elsa et moi-même. Elsa, je te donne la parole pour nous donner un peu ton avis. Qu'en as-tu pensé des Feuilles Mortes ? Déjà, pour le premier film de ce réalisateur que je ne connaissais pas vraiment beaucoup, j'ai été surprise en bien. Bon, alors déjà, en vrai, j'ai eu déjà quelques a priori. Genre, je me suis dit, bon, ça y est, c'est un film d'auteur finlandais. Et puis, bon, alors... on va se perdre dans les traductions des sous-titres et puis on va rien comprendre. Mais finalement, non. C'est un film qui parle, je pense, même à des personnes qui sont pas cinéphiles ou qui n'ont pas forcément l'habitude des films un peu plus, on va dire, soutenus ou avec des sujets un peu plus, on va dire d'un cinéma, on va dire de cinéphile. On suit bien l'histoire, c'est une romance qui est bien construite et comme quoi on peut faire une romance sans forcément faire beaucoup de dialogue. Au début, on remarque beaucoup la froideur du ton de la ville en fait, en Finlande, même des personnages qui sont un peu plus froids, voire timides en fait. Le décor
et aussi beaucoup inspiré des vieux films des années 50-60. On voit très bien que le réalisateur, il est très très aimant des films de la nouvelle vague. Voilà, donc on peut voir même en arrière-plan des fois, dans certains plans, des vieilles affiches avec Brigitte Bardot, Ouais, il y avait La Pierrot le Môme, Fou. Pierrot le Fou. Le film de Godard. Et même le premier Godzilla, il me semble, j'ai vu l'affiche du premier Godzilla aussi, dans un des plans. Si vous allez le voir, dites-moi sur Insta si vous l'avez vu ou pas. Et voilà, franchement, très très bon film. Donc oui, dans la colorimétrie, on est plutôt sur du froid, on est plutôt sur l'industriel, ce qui est très intéressant. Le réalisateur aussi montre une certaine réalité de la précarité et des couches les plus précaires, en fait, des working poor modernes qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire une classe prolétaire, une classe plutôt ouvrière qui ne peut pas trop se permettre, qui n'ont pas trop les moyens, qui sont précaires et qui malgré ça essayent de vivre au mieux. En fait, tellement que c'est pas la thématique du film et que c'est pas la thématique principale du film, mais puisque c'est montré tel quel, ça devient une problématique. Et c'est ça qui est très intéressant. En tout cas pour ma part. Pour tout ce qui est romance, oui, c'est un scénario qui est bien écrit. Les personnages sont attachants, donc vraiment limite même si vous voulez aller voir ce film pour un date, je trouve que ça pourrait même passer. Non mais sans déconner, c'est posant, c'est reposant, ça pourrait passer. Je regarde personne en disant ça. Non mais je suis allée le voir avec lui donc non, c'était Non, mais en vrai, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec l'idée que tu peux aller mater ça pour un date. En vrai, c'est une petite romance cool et qui marche bien à ce niveau-là. Ouais, ça, ouais. c'est vrai. Non, franchement, j'ai rien à dire. J'espère que la relation que tu as est un peu plus dynamique que les deux qui sont dans le film. Oui, bon, ça c'est clair que si vous voulez voir un blockbuster où ça pète de partout, c'est pas ça. C'est pas le film. D'accord, c'est pas le film. C'est un film reposant, calme, de romance, mais pas une romance plan-plan, gnangnan, une romance calme, même limite une romance platonique, je ne sais pas. C'est une romance platonique en fait, que les deux personnages expérimentent et voilà, c'est mignon, c'est touchant. On parle aussi de l'alcoolisme, comment l'alcoolisme peut édulcorer des relations, les conséquences qu'il y a au travail, etc. Et voilà. Franchement, moi, sur 10, je noterais quand même 8. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Eh ben, je ne peux que être d'accord avec toi, Elsa, parce que c'est vrai que ce film, je pense que c'est... J'ai l'impression de le dire un peu trop souvent, des fois, à plein de moments. Mais je trouve que c'est un des meilleurs films de l'année. Parce que, encore une fois, alors, à la différence de ce qu'on disait avec Anatomie d'une chute, que je disais que c'était l'un des films les plus cinématographiques qu'on avait vu cette année, et ben là, je trouve que c'est la même chose, mais de manière un peu différente. Pourquoi ? Parce que je pense que ce film... Alors, malgré le fait qu'on n'est pas obligé d'être cinéphile pour aller voir ce truc, mais par contre, je pense que c'est un film qui va passionner les cinéphiles, et notamment les cinéphiles qui s'intéressent énormément à l'histoire du cinéma, parce que c'est un film extrêmement référencé. C'est un film qui fait un hommage direct aux films des années 50 et notamment de la Nouvelle Vague. Il y a un vrai hommage envers ces vieux films. Alors, ça peut être par des petits clins d'œil dans les décors, à savoir avec les affiches, comme tu disais Elsa, où on va voir des films de Godard, on va avoir des films de Truffaut, on va avoir des films de la Nouvelle Vague française de manière générale, ou plein de vieux films qui sont d'ailleurs très cool, les affiches, et puis qui ont vraiment un espèce de style assez pas mal, mais même on sent aussi qu'il y a une espèce de sympathie et une forme d'amour pour le cinéma qui va pas simplement dans les années 50, mais qui va aussi dans le cinéma moderne. C'est-à-dire, il me semble que le film qu'on voit à un moment donné, c'est un espèce de truc de zombie un peu bizarre, un peu naze. C'est une jarmouche. Exactement. That Don't Die. Exactement, qui est un vrai film, du coup, mais qui est un film moderne, on va dire. Je crois que ça fait quelques années que c'est sorti, mais en tout cas, c'est moderne, largement moderne.
Et donc, c'est un film qui est très référencé, qui est un film qui met en avant le cinéma. Et ça, c'est une chose, alors je te coupe peut-être l'air sur le pied de terre, mais ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir à ce film, c'est comment ce film permet de te montrer que même les prolos peuvent avoir accès à la culture. Ah oui, clairement. Et ça, c'est vrai, et je partage complètement cette vision, et je ne l'avais peut-être pas complètement compris au début, mais c'est vrai, ce truc-là, complètement, c'est ça. Et ça fait du bien, parce que la plupart du temps, nous, quand on nous montre des films ou on montre des prolos, c'est soit, ah non, pas bien, ils ne peuvent pas avoir accès parce que structurellement compliqué, alors ça peut être intéressant, mais ça se répète un peu, soit on idéalise le prolo comme si, non, mais de toute façon, il est bête, il est con, il est teubé, il va pas vers la culture. Non, là, ça te montre bien que les personnes précaires, parce qu'on peut parler de prolétariat, on peut parler de précarité, etc., c'est des gens qui voudraient bien avoir accès à la culture. Le problème, c'est la difficulté monétaire. Et même avec cette difficulté monétaire, ils essayent, dans tous les cas, de se battre pour pouvoir écouter un peu de musique, de pouvoir aller voir un film au cinéma, d'avoir un peu de littérature, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et un message vraiment du fond que j'aime bien. Et c'est vrai que je partage aussi le truc qu'a dit Elsa, à savoir comment, en fait, en ne parlant pas d'un sujet, mais juste en le montrant, ça devient un sujet de ton film. Et sur la question, du coup, de la pauvreté, de la précarité, et donc de poser cet élément, on va dire, un peu critique du capitalisme et des structures de domination qui existent entre ouvriers et patrons, avec la froideur du monde qui existe, et qui est celle du film. Parce que le film baigne dans une forme de froideur, que ça soit dans les couleurs qu'on avait dit, que ça soit dans l'image qu'on voit, que ça soit dans les dialogues entre les personnages qui n'ont presque aucune émotion quand ils parlent. Et c'est pour ça qu'on riait un peu, parce que c'est vrai que la relation amoureuse entre le personnage principal de Hansa et de Olapa sont tous les deux hyper froids. C'est-à-dire, ils ont aucune émotion quand ils parlent entre eux. Et pourtant, ils sont amoureux, ils s'aiment, et on sent vraiment ce truc-là intense. Et c'est vrai que ce que disait aussi Elsa, du truc de, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de dialogue pour qu'on ressente un amour dingue entre ces deux personnages, et bah c'est ça, c'est complètement ça. Et c'est vrai que c'est un film où je pense qu'il faut s'accrocher avec son cœur, parce que le film va te prendre ton petit cœur et il va pas te le lâcher. Il y a plein de moments où on va te mettre comme ils disent, des bâtons dans les roues entre leurs relations, qu'il va y avoir des blocages, qu'il va y avoir des incompréhensions, qu'il va y avoir un peu tous ces trucs-là qui font que leur relation va pas très bien se passer des fois. Et c'est touchant, c'est fort, ça te prend jusqu'à la fin du film, ça te prend au cœur. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très très bon, assez dingue. Maintenant, on peut aussi aborder tout ce qui est la question donc de tout ce qui est acting. Là aussi, on retrouve un truc très intéressant, minimaliste, mais bien joué et qui a une vraie profondeur, tout en même temps de parler de tout ce qui est lumière, où la mise en scène est dingue. Et encore une fois, ça fait référence à tous ces trucs-là des années 50, de vouloir faire, et c'est la question aussi qu'on se faisait à un moment donné, c'était, mais est-ce que le film, il est filmé avec des vieilles caméras ? Je pense pas qu'il est filmé, j'ai pas contrôlé ça, mais il me semble qu'il a été filmé avec des caméras modernes, mais qu'on a travaillé l'image pour donner cette sensation un peu de vieux, et notamment avec un vrai travail de la lumière, pour donner cette sensation des vieux films que beaucoup d'entre nous se sont, on va dire, inspirés. Oui, parce que même à l'image, on voyait même du grain, on voyait même des petites égratignures, comme si c'était une pellicule en fait. Donc je me suis même demandé, mais est-ce que ça a été fait en post-prod ? Est-ce que ça a été... Enfin, voilà. On s'est juste posé la question, mais en tout cas, si c'est fait en post-prod, eh ben chapeau. Et complètement. Et en fait, pour un peu terminer mon avis sur ce film, et pour après donner la parole à Théa, en fait, je pense que ce film est extrêmement intéressant sur justement comment on est capable de faire avec très peu, en ne montrant pas quelque chose ou en ne mettant pas en avant certaines choses, de quand même réussir à créer des émotions et créer une force. C'est-à-dire, on ne te montre pas des baisers, on ne te montre pas de la chaleur, de la romance à l'état pur, on te montre quelque chose de froid. Et pourtant, on arrive à te faire ressentir une chaleur dans le cœur qui est absolument dingue. On arrive à te montrer, et c'est un peu la grande phrase que je trouverais du film, c'est dans la froideur de ce film, il y a une chaleur humaine et qui est tellement intense, qui est tellement forte, et qui vraiment te réchauffe quand tu regardes ça, et c'est vraiment un film qui fait du bien, je trouve. Même si on pourrait se dire qu'à reculant, on pourrait se dire putain, mais en fait c'est hyper chiant, c'est calme, c'est froid. Mais en fait non, il y a un vrai truc qui se dégage du film qui est vraiment très très bon pour moi. Et en plus de ça, encore une fois, tout ce message-là, toute cette question de la pauvreté, de la précarité, tous ces décors industriels aussi qu'on retrouve avec des grands plans de villes qui sont magnifiques et qui portent un vrai message dans ce qu'on essaye de dire dans le film. Enfin bref, c'est un très très bon film qui, je pense, m'a marqué en tout cas et qui me donne vraiment envie de découvrir tout le travail du coup de Akira Kaurismäki. Putain, trop facile, elle avait l'entraînement. Mais voilà, je suis très marqué par ce film et je pense qu'il monte. Kaurismäki.
C'est un type de sushi, ça se mange. Waouh. C'est dur celle-là, c'est dur, c'est dur. Comment je vais faire pour rebondir dessus? Boing. Non mais voilà, très très gros film je trouve de cette année, très respectable, très cool et honnêtement je vous invite chaleureusement à aller le voir. Merci beaucoup pour vos avis qui, franchement, me font chaud au cœur parce que ça fait plaisir de voir des néophytes de Kaurismäki. Oui, toi tu connais beaucoup plus que nous justement. Alors, j'en ai vu pas mal, mais au début j'ai commencé à regarder ça un peu par hasard. J'ai commencé avec les Leningrad Cowboys, qui sont un groupe de musique qui suit dans Les Leningrad Cowboys. C'est incroyable, franchement, regardez ça. J'adore. C'est absolument lunaire. Je sais plus si c'est un vrai groupe ou pas, ou s'ils ont formé un groupe exprès pour le film, mais incroyable. Il y en a 2. C'est des mecs qui sortent de nulle part. Enfin bref. Mais je trouvais que c'était une bonne façon de résumer Aki Kaurismäki finalement. C'est comment relever dans sa mise en scène, on va dire, des indices sur la problématique du film et ce qu'il pense de ce qu'il est en train de traiter. Vous avez beaucoup parlé de la froideur qui est exprimée à travers les comportements des personnages, les décors qui sont extrêmement froids. Mais, et puis d'ailleurs, Aki Kaurismäki, il est très connu pour son quotidien, son travail sur le quotidien ouvrier qui est très morne, sur les vies qui sont brisées, soit par perte d'emploi, soit par démence passagère, enfin bref, il traite vraiment des sujets de personnes qui sont dans une situation de pauvreté ou de précarité. Par exemple, je vous conseille aussi De l'autre côté de l'espoir, qui parle notamment de migration en Finlande et qui est très intéressant. D'ailleurs, il a fait un petit rôle au gars qui jouait dans ce film-là, il était tellement bien. Bref, je trouve qu'il touche toujours des sujets très complexes, mais avec une mise en scène qui est extrêmement simple et surtout intimiste. Donc on ne joue pas dans le sensationnalisme de la caméra, on fait des plans serrés, très proches, pour capter les micro-réactions des acteurs. Souvent, ça se fait en plan fixe, dans lequel on peut voir plusieurs scènes se dérouler en même temps. Je sais pas, au premier plan, tu peux avoir 2 personnes qui discutent, qui boivent une bière dans un bar, et derrière, tu auras un show où il y a juste quelqu'un qui chante et tout. Enfin, tout ça pour te montrer que c'est une véritable pièce de théâtre sur la vie, mais pas n'importe quelle vie. Et c'est là que, justement, son style de réalisation met l'accent sur la construction de la réalité, on va dire. Pour lui, la réalité des ouvriers en Finlande, eh ben, elle est fixée justement dans ce double contexte qui est les années 50, auxquels les décors, les personnages, je sais pas, les accessoires, etc. font systématiquement référence. Franchement, tu regardes ce film, tu sais pas quand ça se passe. Les seules indications qu'on a, c'est la radio qui nous donne le contexte du film. Apparemment, c'est 2023, puisqu'il fait mention de la guerre en Ukraine. Ouais. Mais le reste, si tu oublies ça, t'as l'impression que c'est finalement un passé qui reste figé dans ces années 50, puisque, c'est ce que vous disiez avant, on fait beaucoup de références au cinéma de Nouvelle Vague, on fait beaucoup de références aux arts en général. Ouais. Et justement, c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans ce film, c'est que lorsqu'il est question d'art ou d'endroits de socialisation, pour prendre un terme un peu plus large, donc tout ce qui n'est pas le travail ou des institutions comme l'hôpital, ou le bus, ou je sais pas quoi. Les couleurs en général sont extrêmement vives. D'ailleurs, il utilise surtout les 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Oui, je sais, c'est pas ça les vrais noms, mais fuck off, les gens en art au gymnase. Ouais, on va se mettre des gens à jour, ça fait plaisir. Rien à foutre. Je rappelle que c'est quand même nos auditeurs, il y en a beaucoup qui sont des artistes. Il faut qu'on les caresse dans le sens du poil. On vous aime quand même. Allez-y, donnez-moi les noms sur Insta. Ou les noms ou les codes couleurs. Voilà, vos blazes. Ouais, c'est ça, sortez-moi les pantones, vous savez que ça fait pantones. Ça fait bander certains. Écoutez. Moi, j'essaie de rattraper tout. Et j'en ai rien à foutre. Mais donnez-nous de l'argent. Tous les lieux dans lesquels les personnages peuvent se rencontrer, échanger, même si, de nouveau, c'est sur ce ton très monocorde et de façon très robotique presque, sont toujours teintés de plein de couleurs. Comme si c'était les seuls endroits où tu pouvais vraiment t'émanciper. Genre, ça peut être un appartement avec des couleurs très vives, ou alors
un bar, un restaurant, enfin, c'est les seuls endroits où véritablement tu sens la couleur qui rayonne. Sinon, le reste du temps, Helsinki, désolé, mais c'est pas un bon film pour vous vendre. Hein. C'est vraiment pas l'agence touristique d'Helsinki. C'est vraiment morne as fuck. Non, de ouf. Mais en vrai, dans tous les films d'Aki Kaurismäki, t'as pas envie de voyager. Hein, Mais je peux te poser une question sur la couleur, parce que toi, t'as vu d'autres films du gars. Moi, j'ai remarqué que dans celui-là, il y a quand même des trucs, un code couleur très particulier de l'utilisation du rouge, de l'utilisation du vert, de l'utilisation du bleu. Et j'arrivais pas complètement à comprendre, parce que je voyais la tenue de l'ouvrier, tu sais, celle qui est un peu défectueuse et qui après va lui poser... Bon, bref, vous verrez. Ouais. Mais la tenue est verte, la maison de la meuf, il y a des petites touches de rouge qui sont très fortes. La couleur bleue, notamment de sa robe, mais aussi de plusieurs endroits à l'extérieur sont bleus. Et on sent qu'il y a un travail de cette couleur qui est mis en avant. Est-ce que tu sais pourquoi ou pas trop? Est-ce que c'est un truc qui revient plusieurs fois dans son cinéma? Alors, par exemple, l'autre film sur lequel je me base pour donner mon avis, que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, Au loin s'en vont les nuages, utilise exactement le même code couleur, c'est-à-dire que, par exemple, la couleur va être sur un manteau, un canapé, c'est toujours beaucoup des objets qui sont mis en valeur, mais j'avais lu un article qui disait que c'était pour représenter une certaine maladresse aussi, des fois, dans les personnages qu'on utilisait la couleur. Par exemple, il y a cette scène où les deux personnages principaux dînent à une même table, et si on fait gaffe, en fait, on voit que la meuf, elle a, j'imagine, parce que je sais plus exactement comment ça va, mais elle a une robe rouge sur un fond bleu, et lui, il a une chemise bleue sur un fond rouge, et je trouvais que c'était rigolo de mettre comme ça en parallèle l'espèce de décalage qu'il y aurait entre eux, entre deux mondes qui essaient de se rejoindre, et aussi le fait que, en fait, les seules personnes qui ont des couleurs, bah, c'est eux, quoi. Le reste reste quand même assez morne. Donc, il veut vraiment mettre en perspective les êtres humains du reste du décor qui, finalement, est inchangé. Donc, je suis sûre qu'il y aurait énormément de trucs à creuser sur l'utilisation des couleurs, en particulier sur ces deux films qui l'utilisent un peu de la même façon. Mais en tout cas, moi, j'ai compris ça comme ça. Les endroits, le cinéma, les grandes affiches de cinéma, la radio, la télé, etc. C'est ça qui nous permet de nous réaliser et de nous extraire un peu de ce monde morne dans lequel on n'a que des couleurs délavées, moches. Des murs tagués, des trucs vieux, cassés. Voilà, ouais. C'est ce qui renforce aussi le côté de réalité construite qu'essaye de renforcer. Wow, je vais y arriver. Qu'essaye de montrer Kaurismäki, c'est que finalement, dans cette société-là, tout est régi par des règles capitalistes, c'est ce qu'il montre depuis toujours dans son cinéma, et les personnages n'ont comme échappatoire que de s'y conformer la plupart du temps, ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'ils se comportent de façon aussi rigide, pourquoi est-ce qu'ils finalement ils parlent de façon aussi monosyllabique. On voit pas d'échanges passionnels, quoi. Même si, honnêtement, j'ai versé ma petite larme à certaines scènes entre les deux amoureux, parce que c'est vraiment trop mignon. Ouais, ils sont cute. Mais c'est ça, quoi. C'est vraiment sans artifice. Et finalement, ils captent les micro-réactions que ces humains ont le droit d'échanger dans ce monde qui essaye de te passer au rouleau compresseur pour t'obliger à travailler pour le grand capitalisme, en laissant de côté tout ce qui pourrait te permettre de te réaliser. Et en sens, c'est pas un film qui appelle à la révolte, hein. C'est pas un film qui dit abat le capitalisme, c'est plutôt un film qui montre ce que c'est de vouloir vivre dignement comme être humain. Mais ça n'en fait pas un film qui va dans le sens du capitalisme, d'une sens, vous savez, le bon pauvre qui est gentil et puis qui se conforme. Là, on voit bien qu'ils en souffrent et que finalement, la seule façon de s'en sortir, c'est de trouver une personne avec qui passer le temps, finalement. Et c'est aussi ce que je voulais dire concernant Au loin s'en vont les nuages, c'est peu ou prou le même film. Pour moi, Au loin s'en vont les nuages, qui est sorti, je pense, en 1960, quelque chose comme ça, c'est la même histoire, mais qui pourrait être une forme de foreshadowing pour ce qui attend les deux héros des Feuilles mortes, qui montrent comment est-ce que leur vie va pouvoir évoluer et finalement se répéter inlassablement, et que la seule chose qui reste, finalement, c'est nos contacts avec les autres et l'amour qu'on leur porte. Et je trouve que ça, c'est aussi beaucoup... c'est bien montré par un leitmotiv musical, parce que Aki Kaurismäki, c'est aussi quelqu'un qui utilise énormément la musique pour travailler sa mise en scène. Et là, le leitmotiv amoureux qu'on retrouve à la fois dans Au loin s'en vont les nuages et Les Feuilles mortes, c'est la 6e symphonie de Tchaïkovski, dite romantique, et plus particulièrement, je crois, le second mouvement, qui montre quand les deux personnages sont ensemble ou pensent l'un à l'autre. Et c'est juste cette petite touche qui nous montre que dans l'univers Kaurismäki, c'est comme ça qu'est représenté l'amour. Et je trouve que c'est assez beau, quoi. En plus de la colorimétrie qui est, effectivement, comme on l'a dit, chargée
de sens. Waouh, je vais pleurer. Sinon, Ça te remonte un peu. Ah ouais. C'est vrai que c'est un film que quand il repense plusieurs fois, il y a quand même ce moment. Moi, à chaque fois que j'y repense à ce truc-là, il y a vraiment la relation entre les deux. Je trouve que la construction, mais comme tu dis, la musique, ça c'est un truc hyper intéressant. Mais comment tu construis une relation amoureuse entre deux personnages sans leur donner du tout des dialogues vraiment touchants, ça va à contre-courant de l'ensemble des films romantiques que tu peux trouver à Hollywood qui se basent exclusivement sur la situation cute et le dialogue. Puis les films de cul. Et bêtement écrit, mais ça aussi c'est vrai. C'est-à-dire, dans le film, on ne va pas te montrer un baiser, on ne va pas te montrer du sexe, mais le simple fait de les deux sont à moins d'un mètre l'un de l'autre, il y a une sensation d'amour, de sentiment qui est juste énorme et qui fait vraiment du bien. Quoi. Ouais. Mais justement, ces deux acteurs, on leur a vraiment dit, à mon avis, imaginez que votre seul moment où vous êtes vivant dans la journée, c'est quand vous regardez l'autre personne. Ouais. C'est ça qui est fou. Et qui nous montre que finalement, la normalité, les gens normaux, c'est comme ça qu'ils s'aiment aussi, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent s'aimer. Ouais. Parce que c'est ça aussi le grand message contre le capitalisme, c'est vraiment, on passe plus de 8 heures par jour à faire un truc stupide la plupart du temps. Qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que ça nous laisse comme temps pour interagir avec les autres, pour être nous-mêmes et pour aimer les gens, quoi. Et vraiment, je trouve que par un petit lever de sourcil, un petit regard au coin, on comprend tout à fait ce qu'ils ressentent. Et on comprend aussi l'immense peine qu'ils ont de se perdre de vue, de se retrouver, qu'à chaque fois, il y a un obstacle qui se met... Et je trouve qu'ils tombent pas du tout dans le misérabilisme. Et ça, c'est, je pense, un peu aidé aussi par la mise en scène qui est figée dans les années 50 et qui nous empêche de reconnaître des trucs qu'on pourrait voir dans la rue. Et en ça, il est assez émouvant, il est assez touchant à Kiko Reismaki. Par contre, ah oui, alors ça, effectivement, regardez les sous-titres, parce que le finnois, c'est pire que le Dutch. On a trouvé pire. C'est quand même une langue dans laquelle, genre, non, ça se dit hey, et puis oui, ça se dit on, donc je sais pas, un truc dans ce genre-là. Donc c'est formidable. Mais ça donne une petite couleur aussi, je trouve. C'est un truc auquel Ça donne un style. Vraiment. Ça renforce le côté froid, je trouve. Ah, totalement. Une langue un peu particulière. Mais salutations à tous les Finnois qui nous écoutent. oui, c'est pas contre vous. Hein. Voilà, je suis sur votre pays, il est incroyable, mais faut que je regarde comment on dit en finnois. Nous avons des très bons avocats. Je vous laisse continuer. Mais en tout cas, pour clore un peu cette grande discussion sur quand même le prix du jury à Cannes, qui est amplement mérité. Ouais, complètement. Il n'y a rien à voir, en fait, c'est tout. Et puis oui, en fait, en résumé, c'est une relation romantique, platonique. Et le fait de montrer une romance sans les codes des comédies romantiques de base. Voilà, c'est ça que c'est ce film. Sachez que j'ai tapé « Nous avons de très bons avocats ». Je vais même pas essayer de vous dire ce qu'il m'a été donné. Comment il dit Google ? Bah, il dit... non, mais je vais massacrer ta langue. « Meila on eritain ivia laki... » Je m'excuse, sincèrement, c'est vraiment pas le moment. Par contre, allez checker la BO de ce film, qui est incroyable. Vraiment, j'ai découvert un groupe de musique finlandais que j'adore. Ah, le truc avec les deux nanas, non ? Mositut, je sais pas comment ça s'appelle. Parce que moi, il y a un moment donné dans le film, il y a deux nanas qui sont dans un bar et qui chantent, qui sont méga dépressives. Oui, mais elles ont l'air incroyables. Tu me donneras le nom de... Tu sais ce que c'est ou pas ? C'est Mausitut, je sais pas comment on prononce ça. Alors j'irai voir ça. Checkez sur Spotify, c'est vraiment trop drôle. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'elles ont une policy de pas sourire. Non, mais surtout qu'en fait, les mélodies, elles sont en majeur et puis elles sont très... joyeuse, et puis les paroles c'est j'ai envie de mourir, j'ai très envie de vomir. C'est ça. En fait c'est les paroles, les lyrics, elles sont elles sont complètement à l'opposé de la mélodie et de la musique. Et je sais plus ce qu'elle dit. Elle dit genre un truc quand je me lève le matin, tu n'es plus là, je me sens libérée, j'ai pas besoin de toi, dégage. Je peux aller mourir ou je sais pas quoi. Ouais, c'est incroyable. Et la musique c'est ti 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 ti. Bref. Du coup, juste pour tous nos copains finnois qui voudraient nous poursuivre. Nous avons des très bons avocats à Vidéo Club, ne n'oubliez pas. C'était donc notre avis sur Les Feuilles Mortes. Vous avez donc très bien compris qu'on a beaucoup aimé ce film et qu'on vous invite chaleureusement à foncer le voir en salle. On va enchaîner avec quelque chose de complètement différent parce que cette fois-ci on se porte vers le streaming, on se tourne vers Amazon Prime et on va se tourner vers la grosse comédie française de cette plateforme avec le grand, le sublime, le fabuleux Jonathan Cohen dans le film Sentinelle.
C'est un véritable coup de tonnerre à seulement 15 jours d'un scrutin très disputé. Présidente, ton heure est venue. Les ravisseurs réclament le départ définitif de la présidente. Waouh. Sentinelle, je voudrais que vous vous occupiez de ces types. M'occuper, c'est-à-dire dans quel sens? Que vous les trouviez et que vous les foutiez en tôle. Oui, bien sûr, mais c'est juste que là, niveau planning, ça risque d'être compliqué. Alors j'espère que vous n'êtes pas en train de me parler de votre album. Est-ce que tu regrettes? Non, pas du tout. Allez les gars! Voici les hommes qu'on cherche. Pour l'instant, on n'a pas de nom, pas d'adresse et pas de visage non plus. C'est sûrement pour cette raison qu'ils portent des cagoules. Je suis capitaine de police. Je sais qui vous êtes évidemment. N'inquiétez pas, c'est pas une bavure policière. T'avais pas de saloper toutes les scènes de crime comme ça. Sentinelle, réalisé par Hugo Benamozig et David Cavigoli, est donc une comédie policière avec du coup Jonathan Cohen. Le synopsis: François Sentinelle mène une double vie le jour il est flic le plus médiatique de l'île de la Réunion, connu pour ses méthodes musclées et ses chemises à fleurs, poursuivant les criminels au bord de son célèbre défendeur jaune. Mais hors des heures de service et bien souvent pendant, Sentinelle a un métier, chanteur de charme. Tous les Réunionnais ont dansé le Kiki, son tube de jeunesse, aujourd'hui un peu embarrassant. Depuis 15 ans, il essaye de renouer avec le succès en préparant un nouvel album sans succès. Mais entre la police et la musique, Sentinelle ne veut pas choisir. Alors qu'il reste affairé à des concerts et à la sortie de son album, une vague de crimes violents secoue l'île. Une figure de l'élite locale est kidnappée, une autre assassinée. Pour n'importe quel flic, ce serait l'affaire d'une vie, mais Sentinelle, tout à sa musique, n'a pas vraiment la tête à enquêter. Dans le casting, on retrouve aussi énormément de personnes: Jonathan Cohen, Emmanuel Bresso-Ramsey, donc Derek et Ramsey, Gustave Kerven et surtout Raphaël Quenard. Le retour de Raphaël Quenard, avec aussi d'autres acteurs et actrices, notamment aussi des petits caméos de plusieurs personnes du cinéma français bien connues. Nous sommes deux à l'avoir vu, Elsa et moi-même. Elsa, je te donne peut-être la parole pour commencer. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Sentinelle ? Jonathan, si tu m'écoutes, je ne sais pas par quel moyen, tu as fait la flamme qui est incroyable. Tu as fait le flambeau qui est incroyable. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est si médiocre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tellement déçue et je n'aime pas du tout, vraiment pas du tout. Comme dirait ta chanson de ce film. En fait, le seul truc qui est culte dans ce film, c'est la chanson, même pas du tout. Et c'est très dommage. Et en soi, l'idée du scénar de base, elle est très intéressante. Genre un flic qui fait des chansons paillardes réunionnaises, mais c'est incroyable. Dans l'idée, c'est what the fuck. Dans l'idée, c'est incroyable, tu vois. Mais là, en fait, le film, il propose des blagues toutes les 5 minutes. Mais non, toutes les 10 secondes, c'est catastrophique. Oui, toutes les 5 minutes, c'est un euphémisme, mais on est d'accord. Mais c'est trop, en fait. Effectivement, il y a des blagues de situation qui sont assez marrantes. Il y a, voilà, il y en a qui sont... Oui, il y a des blagues qui sont marrantes, et heureusement, mais c'est too much. C'est vraiment too much. On essaie de faire rire le spectateur toutes les 30 secondes et ça, en fait, ça fait l'effet contraire. Tu sais que ça a un nom, ce truc-là, ça s'appelle le phénomène des clés. Voilà. C'est comme si quelqu'un te prend des clés devant toi et les secoue et fait clic, 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 clic. Tu vois, c'est rigolo, regarde les clés, regarde. Ouh, les clés. Et c'est chiant. Ouais. Ça fait quoi d'être traité comme un chat? Ouais, c'est ça. On est... Ouais, complètement. C'est ça. Et en fait, ça m'attriste. Bon, déjà, le fait que ce soit une production Amazon+. Déjà, à partir de là... Bon, les gars, vous aurez pu faire une production autre pour ce genre de truc. Et je pense que le scénario, il aurait été beaucoup mieux construit, beaucoup mieux expliqué si ce serait peut-être une mini-série de 5-6 épisodes. Là, je trouve que même, on va dire, le dénouement, en guillemets, on reste un peu sur sa fin en mode comme si c'était une série et pas un petit film. Parce qu'en fait, il dure même 49 minutes, c'est ça ? Non, il dure 1h39. 1h39, il dure beaucoup plus que 49 minutes. Pardon. Ah non, je me suis presque confondue. 2 heures de long métrage. Oui, c'est vrai. C'est presque 2 heures, mais c'est 2 heures, on les sent quand même passer.
Et on s'est vraiment construit comme une série en fait, et pas comme un film. Donc vraiment, le format, je pense qu'il est mal choisi pour le scénario. Et surtout, en fait, ça se voit qu'il est coécrit par quelqu'un d'autre que Jonathan Cohen. Ça se sent, et je suis déçue. Voilà, je suis déçue. Moi, je m'attendais à un truc genre comme Le Flambeau ou La Flamme. Et soit ils ont été trop habitués au format série, et du coup, ils ont voulu transposer ça en film. Et du coup, ça donne un caca. Et soit c'est mal écrit, quoi. Je crois même pas que Jonathan Cohen a été à l'écriture, parce que dans La Flamme et Le Flambeau, ils sont à l'écriture. Là, dans Sentinelle, il n'est pas référencé comme ni réalisateur, parce que dans La Flamme, il était réalisateur et scénariste, donc c'était vraiment lui qui était derrière le projet. Je crois que dans Sentinelle, il n'a rien à voir. En fait, il est juste acteur, mais je pense qu'il n'a pas mis son grain de sel dedans. Ok, bon bah alors, en tout cas, le jeu de Jonathan, il est drôle, en tout cas, comme d'habitude, mais je pense que c'est juste mal écrit, en fait. C'est juste, ça m'énerve parce que j'aime trop cet acteur, il a trop de talent, mais ouais, je pense que c'est juste mal écrit, et puis les comiques des citations ça fonctionne, mais des fois c'est trop, quoi, et voilà. Non, mais complètement. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi, parce que pour moi, le gros souci du film, c'est l'humour. Et putain, c'est une comédie, quoi. Et si t'arrives pas à faire marrer ton spectateur, c'est chiant. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment des très bonnes vannes dans le film. Enfin, moi, je pense à notamment la vanne avec le flingue. Enfin, il y a des vannes qui marchent. Pourquoi ? Parce que c'est Jonathan Cohen qui les joue, ces vannes-là. Et franchement, il y a des moments où c'est poilant. Oui, enfin, poilant. Il y a des moments qui sont drôles. Parce que Jonathan Cohen est drôle. Et que c'est pas une tanche en tant qu'acteur. C'est de loin pas une tanche. Il est vraiment très, très bon. Donc, il y a des moments qui sont très drôles. Le problème, c'est que dans un film de 1h49, où toutes les 10 secondes on a essayé de te faire rigoler, on te fait ce phénomène justement de la clique, on fait regarde, rigole. Le problème, c'est que si à la longue tu me dis tout le temps de rigoler, bah je commence à en avoir ras le cul, et du coup les moments où je vais me marrer, ok, mais très vite ça va revenir, hein, rigole. Et ça me saoule, et c'est vraiment un problème, c'est chiant, et je suis d'accord du coup à ce niveau-là que l'humour est problématique. Et en fait, le truc c'est que le film est assez vide en fait, hors son côté humoristique qui des fois peut aller, mais en grande majorité je trouve que ça marche pas. Le problème, c'est que le film, il est construit comme un film Amazon ou un film de streaming vite vu, vite dégagé. Ça, c'est vraiment le truc où il y a des gens qui vont regarder ça en famille parce que c'est le petit truc que tu te mates tous ensemble, qui est open, qui est familial. Mais avec quand même 2 ou 3 touches de gore, ça m'a un peu surpris. Il y avait quand même 2 ou 3 trucs un peu comme ça, ce qui est plutôt pas une mauvaise chose, je trouve. Ça marche assez bien dans l'humour que ça essaie de créer de temps en temps. Mais c'est un film qui est vite vu, vite oublié, à la consommation d'un espèce de fast-food du streaming. Et en fait, bah, on s'attendait beaucoup plus, parce que le matériel de base, il aurait pu être plus, c'est-à-dire un film sur un flic qui est à moitié chanteur et qui en même temps doit faire résoudre une enquête. Franchement, ça aurait méga bien marché, ça aurait pu presque être un petit côté un peu OSS qui aurait été super drôle. Or là, ça ne marche pas parce que c'est naze en fait, c'est vraiment naze. Par contre, je vais me permettre de le dire, et je vais refaire la propagande du coup de un gars. Raphaël Quenard, il relève vraiment le niveau du film, je trouve, parce que même dans un film qui lui donne pas vraiment une grande place, qui lui donne pas vraiment on va dire un piédestal pour ce film, je trouve qu'il gère très bien, qu'il est très bon, et dans le rôle qu'on lui a donné, il est très bon. Il arrive à être drôle quand il y a une nécessité d'être drôle. Enfin bref, en montrant vraiment 2 registres très différents entre Yannick et celui-là, et ben il arrive encore une fois à montrer quelque chose de très intéressant. Et donc, je refais un peu ce truc-là en mode, mais pour moi, ce qu'il y a à sortir de ce film, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ce film. La chose que je vous dirais, donc c'est un film qui pour moi est décevant. C'est-à-dire pour moi, c'est même pas un film qui entre dans la moyenne. Pour moi, il est un peu en dessous de la moyenne parce qu'il déçoit. Je trouve qu'il est beaucoup trop décevant. Mais par contre, ce que j'en ressors de bien de ce film, c'est Raphaël Quenard. Donc encore une fois, moi je vous invite à zapper ce film, mais à aller voir la carrière de Raphaël Quenard qui est beaucoup plus intéressant. Et celui-là, zappez-le, c'est pas vraiment très foufou, on va dire. Mais il a un abonnement Amazon Plus, Joko, ou comment ça se passe ? Parce qu'ils avaient fait cette série pourrie, là. Enfin, je sais pas s'il est pourri en vrai, j'en ai rien à foutre, mais sur le fait de pas rire quand il faut rire. Mais c'est pas lui qui ont fait ça, hein. Ils ont juste été invités. Ok. Ils sont invités. J'ai l'impression qu'il était beaucoup dans le market, donc je sais pas. Mais en vrai, avec le synopsis du film, je trouve que ce serait un très bon job à donner au Palmachot. Il serait tellement capable de faire flic la journée et chanteur le soir. J'imagine beaucoup trop mais le truc. C'est un problème, comme je dis, c'est un problème de format.
C'est un problème, ce film, c'est un Est-ce qu'en série, ça problème aurait été de mieux ? format. À mon avis, en mini-série, ça aurait pu être mieux écrit. Ouais. Ça pourrait être une bombe. Vraiment. Ça pourrait fonctionner. En tout cas, tel le matériel de comme ça, Mais je suis le d'accord ma- avec toi, ça aurait été mieux de le Ouais, mettre en c'est série. ça. C'est comme je sais pas qui est à l'écriture, mais non, juste non. Mais j'ai l'impression de ce que vous racontez qu'ils ont pris un peu tout ce qui fonctionnait bien dans La Flamme et le Ouais, Flambeau. exact. Notamment, Hmm. attends, notamment la pitrerie. Parce que ce qui est plutôt sympathique dans La Flamme et le Flambeau, c'est que c'est tout le temps over the top. Oui. Toutes les 30 secondes, t'as une blague, mais c'est des blagues qui prennent aussi beaucoup le temps de se poser Ouais. et de se développer. Après, par exemple, imaginons La Flamme et le Flambeau en film, c'est insupportable. Ouais. Tu peux pas tenir bien avec sûr. ce format-là de blague à la seconde, tu peux pas tenir pendant un film. Donc effectivement, peut-être qu'en série, ça aurait été mieux. Mais j'imagine que son but à Joko, c'est aussi de montrer qu'il est capable de faire du cinéma. En l'occurrence, non. Mais Pour moi, est-ce de sa faute? Je ne sais pas. il est encore au début de sa carrière. Il faut bien comprendre qu'à mon avis, dans sa position, lui, on Bon, lui au début, propose. Oui, peut-être pas complètement au début. Là, il est vraiment dans sa carrière. Mais je pense que lui, il reçoit des offres. Et du coup, tu reçois un bon cachet pour un truc de comédie qui t'a l'air pas trop mal. Et qu'en plus, lui, honnêtement, son rôle dans le film est pas mauvais. C'est-à-dire, le personnage de Joko dans son film, il marche à plein de moments. mais Parce le- qu'il y a vraiment des moments drôles. Parce qu'il sait Exact. jouer. Il y a des moments qui sont quand même cultes en fait, mais même juste le clip vidéo c'est ça. de Sentinelle, il est devenu viral. Franchement, il est bien construit. Il y a même En des termes de putains- com, c'était putain genre, intelligent de faire oui, ça. Oui, mais en termes de com et même juste le clip en soi, de François Sentinelle, mais il est incroyable. Moi, je l'aime trop. Il est hyper culte et c'est même devenu un mème maintenant. Et il y a même des moments dans le film où c'est devenu culte, enfin pas culte, mais assez marrant et c'est même devenu des mèmes. Donc ça Ça a il y été réutilisé. Ouais, de ouf. Exactement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que à la longue, si on prend ces blagues individuellement, ça va très bien. Mais à la longue, les unes après les autres, et puis on en remet encore une couche et une autre et une autre et une autre. Ouais, de ouf. C'est comme le principe de regarder un film vis-à-vis juste des mèmes qu'on a créés sur lui. Si le but Exact. c'est de faire un film à mèmes, le faites pas. Ouais, oui, c'est J'ai pas un envie de film dire. du coup. Ça sert à Voilà, rien, c'est pas un film. mais voilà. Donc le bilan, en gros, ce serait le format est mauvais, les acteurs ils y sont pour rien. Voilà. Et le scénario, revoyez-le parce que le format est pas bon. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, même la vocation de ce film, c'était pas de faire un bon film, c'était de faire un film fast-food de Amazon, streaming. quoi. Mais Dont c'était on- un truc de streaming. Dont on va parler aussi, mais pas pour la bonne raison. Mais oui, non, mais même, non, le truc, c'est qu'on va en parler à partir de une putain De chansons ou de mèmes ou de trucs oui, comme ça. c'est ça, c'est qu'on va buzzer. En fait, Ouais, le voilà. film, il devient populaire, ou pas populaire, mais il devient... parce qu'à mon avis, il a fait un petit carton sur Amazon, c'est-à-dire je pense que beaucoup de gens l'ont vu, ce film. Mais pourquoi on en a parlé? C'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas parce que le film était bon. Je pense que la majorité des gens qui ont vu ce film, c'est parce qu'ils ont dit « Putain, et Jonathan Cohen, j'adore ce mec ». C'est le cas, moi aussi, j'adore ce mec, c'est pour ça que j'ai vu ce film. Et qu'il y a des gens qui ont dit « Putain, j'adore ce mec ». Et en plus de ça, waouh, il a fait une chanson, trop drôle, il a fait une chanson. Oui, mais le problème, c'est qu'après, au-delà de ce truc-là, qui est assez délire d'avoir mis Jonathan Cohen comme chanteur de variété, mais c'est surtout génial. un chanteur de variété française complètement beauf. Oui, mais oui, C'est ça, en fait. l'idée de faire ça, c'est cool. Avec un mulet. Mais tenir décoloré. un projet de 1h49, c'est autre chose. Et honnêtement, je pense que le film fait un énorme faux pas. Et je pense que même la base de l'œuvre, la création de l'œuvre, c'était pas une vocation de faire un grand film. C'était donc notre avis sur Sentinelle. Vous comprenez donc qu'on a un peu de réticence face à ce film. Mais bon, si vous voulez quand même vous faire votre propre avis, allez-y et faites-vous votre avis. On enchaîne avec quelque chose de complètement différent parce qu'on va parler d'un film de Michel Gondry qui revient après plusieurs années, il faut le dire, après pas mal de temps, qui revient avec le livre des solutions. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films. Ça vous plaît pas? On arrête le tournage. Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait 2 jours qu'il fait que ça.
faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Scotch! Le livre des solutions. C'est quoi le livre des solutions? Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre. Qui s'était arrêté au titre. Le livre des solutions est donc le dernier film réalisé par Michel Gondry et écrit par lui-même, distribué par The Jokers. Le synopsis: Mark s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par 1 million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Mark se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. On retrouve dans ce film un bon gratin de personnes, quand même, il faut dire. On a un casting très intéressant, notamment avec Pierre Ninet, qu'on ne présente plus, avec Blanche Gardin, mais aussi Françoise Lebrun, Frankie Wallace et encore bien d'autres. Théa, tu es la personne qui a eu la chance, ou la malchance, on ne sait pas encore, de voir le livre des solutions. Dis-nous tout, qu'en as-tu pensé ? Alors, je suis pas une très grande connaisseuse de Michel Gondry, je dois avouer, parce que jusqu'à encore l'autre jour, je confondais tout le temps avec Genet, mais bon, je sais que c'est pas la même personne. Pardon. Mais du coup, quand je regarde sa filmographie, le seul film qui me parle, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Jim Carrey et Kate Winslet. L'un des plus grands films de l'histoire de l'humanité. Magnifique. Voilà. Dans lequel j'ai chialé ma race. Dans lequel on voit son style très fantastique, fantasmagorique, etc. se développer. Et j'ai l'impression que ce film, c'est peut-être le moins gondryesque qu'on pourrait avoir. Parce qu'on voyage moins dans un univers fantastique, il y a moins d'éléments fantastiques appuyés. Alors, certes, il y a des situations ou des éléments qui sont plutôt improbables, qui pourraient donner aussi une fausse impression de réalité, mais je dirais que c'est presque plus mental que réellement visuel, comme incertitude sur est-ce que je me trouve dans la réalité ou est-ce que c'est une réalité fantasmagorique. Donc, je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, même si, franchement, j'ai passé un très bon moment devant. On va dire que c'est un film qui rend très nerveux, parce que le personnage principal, interprété par Pierre Ninet, devenu un bot, je suis désolée, on le voit partout, c'est un vrai bot, ce gars. Ouais. Ça enlève rien à son talent, mais au bout d'un moment, c'est un peu le problème. Quand on le voit partout et tout le temps pour faire la même chose, bah, c'est compliqué d'avoir une autre idée de qui c'est. Je trouve que dans ce film, il joue un peu ce qu'il a l'habitude déjà de jouer, il sort pas trop de sa zone de confort. Ouais, je dirais que là, c'est pas la performance du siècle, quoi. Enfin, il fait bien le taf, je dis pas, mais de toute façon, c'est un film qui est étonnamment calme, sauf pour ce personnage principal, parce que c'est écrit dans le synopsis, mais en fait, c'est un réalisateur qui souffre de... Il est bipolaire, et ça le rend très parano et très foutra, quoi. Pour les personnes qui ont un ADHD, vraiment, vous allez vous reconnaître dans ce personnage qui commence un truc, l'abandonne 2 secondes après, en commence une autre, et un autre, pour finalement pas du tout faire ce qu'il devait faire au départ. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a énormément de créativité, et tout le film en fait est très créatif, mais c'est pas montré de façon à nous faire voyager. Genre à aucun moment j'aurais aimé que ce gars-là ce soit, je sais pas, Peter Pan qui t'emmène dans le pays imaginaire, quoi. J'ai l'impression que c'est plutôt montré d'une façon plutôt tragique finalement, parce que pendant tout le film, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que les autres personnes, donc les autres personnages, est-ce que ce serait pas des sortes de créations mentales de Marc, donc le réalisateur. Ouais, jusqu'à la dernière scène, j'étais persuadée que tous les autres personnages n'existaient pas, parce qu'ils avaient aucune raison de se comporter aussi calmement qu'ils le font, alors que t'as un gars totalement dégénéré à côté de toi, qui veut te faire filmer et monter un film de 4 heures, qui n'a aucun sens, et qui a des demandes excessives toutes les 35 secondes, qui vient te déranger à 4h du mat pour te parler d'une connerie, qui veut diriger un orchestre, qui veut Sting dans sa BO, qui veut ci, qui veut ça, qui voyage tous les 2 jours, qui devient maire d'une ville, qui est insupportable. Donc jusqu'à la dernière minute, j'étais vraiment convaincue qu'en fait tout ça, il l'avait créé lui dans son esprit, puis que la seule personne qui existait vraiment, c'était sa grande tante. Et même jusqu'à la fin, je me suis dit qu'en fait, elle n'existait pas. Donc c'est assez étrange. Mais ça reste un film qui est très sympa. Alors, il y a quand même une personne qui s'est levée pour ne jamais revenir dans ma salle de cinéma. Et c'est dingue, à chaque fois que tu vas dans les salles de cinéma, t'as toujours quelqu'un qui se lève et qui se casse. Mais le pire, c'est qu'elle s'est barrée juste avant le moment dans lequel le film autorise techniquement les gens à se lever pour aller aux toilettes. C'est une scène très drôle.
C'est vraiment un entracte, une interlude qu'il y a au milieu du film, qui est une projection de ce qui est discuté dans le film. Enfin, c'est très drôle, allez voir ça. Ça fait très plaisir quand tu le vois arriver. Donc, franchement, c'est un film qui est extrêmement drôle parce que c'est très bien écrit aussi. Les monologues intérieurs de Mark ont... Oh mon Dieu, t'as l'impression que tu parles à quelqu'un qui est ultra prétentieux, qui est un monstre melon, mais en fait pas du tout. C'est juste quelqu'un qui est super éparpillé et qui est en constante... recherche d'énergie partout, d'idées. Enfin, en vrai, vous voyez Marc du flambeau et de la flamme. Oui. Eh ben, c'est un peu lui, mais en moins gamin. C'est vraiment quelqu'un qui veut tout le temps faire des trucs et qui pourrait presque donner dans la pitrerie parce que il est over the top à chaque fois qu'il prononce un mot, il s'imagine des trucs qui ne le sont pas. Oui, mais il est surtout moins con que Marc du flambeau. Hein. Bah, vu ce qu'il fait, franchement, pas forcément. Mais il y a un côté peut-être enfantin de la création. Tu sais, comme un gamin qui a envie de créer un gros château immense alors que il peut évidemment pas le faire. Quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais ça, c'est surtout dû à sa condition mentale. Ok. Mais après, le film, il reste touchant. Il y a des tas de passages qui sont vraiment adorables et très calmes parce que justement, tous les autres personnages mettent un peu, on va dire, un petit tampon là-dessus, quoi, pour calmer le tout. Donc, en définitive, je dirais que c'est quand même un bon film à aller voir. Il est sorti il y a pas très longtemps, donc c'est sympathique. Ouais, il y a quelques semaines. De nouveau, si vous avez un ADHD comme moi, vous allez voir que ça rend très nerveux ce film. C'est vraiment, t'as envie de tout toucher, tu te dis putain mais c'est vrai, c'est génial, moi aussi il faut que j'aille faire un truc, attends, je reviens. Ouais non, pour ça c'est vraiment très cool et tous les acteurs sont adorables, même Blanche Gardin ça me l'a rendu un peu sympathique. J'ai beaucoup de peine Personnage avec elle. assez controversé, hein, Blanche Gardin, sur plein de niveaux, on va dire. Mais moi, en tant qu'actrice, elle me perturbe parce qu'elle fait un peu tout le temps la même gueule. Oui, c'est clair. Ce qui, je trouve, est pas très intelligent quand t'es un acteur parce que c'est sympa de faire la même tronche quand tu fais du stand-up parce que c'est ton personnage. Ouais. Mais normalement, dans un film, t'es censé embrasser un nouveau personnage à chaque fois. Ouais, t'as pas l'impression de voir un nouveau personnage, t'as l'impression de voir Blanche Gardin qui est dans un film. Ouais. Mais du coup, tu ne dis pas, ah, c'est ce personnage, tu dis, mais non, c'est Blanche Gardin. Exact. C'est vrai. Bon là à la limite ça passe, on la voit pas trop parce que justement c'est un film qui fourmille d'idées, c'est un film qui s'arrête jamais, il se passe des milliards de trucs parce qu'on est emporté dans la folie mentale, folie à pas pendre personnellement si vous avez des troubles bipolaires ou si vous êtes du ADHD ou si vous êtes neurodivergent, peu importe, tout le monde il est beau. C'est plutôt dans le sens le chaos qui sème autour de lui dans ce film et le fait qu'à la fin il arrive quand même à montrer son film. Donc ça donne une sorte de lueur d'espoir. Ben, vous verrez le dernier plan du film, il est peut-être un petit peu controversé aussi. Mais c'est pas un film vraiment qui donne chaud au cœur, quoi. C'est pas... je sais pas. Moi, en tout cas, il m'a beaucoup stressé quand je l'ai regardé. Mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion qu'il y a eu, parce que moi, j'étais très intrigué par ce film, parce que du coup, Michel Gondry est l'un de mes réalisateurs... Alors, je suis pas un fanat de ce réalisateur, mais par contre, je suis un fanat de l'un des films qu'il a créé, qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est l'un de mes films préférés. Je pense que c'est mon film étagère, ou plutôt, je pense que c'est mon drame, comment on dit, émotionnel, non, amoureux, enfin, comment on dit, comédie romantique. C'est mon film, c'est même pas vraiment une comédie, en non, vrai, pas c'est vraiment tragique. dire que Enfin, comédie, pardon, c'est une romance tragique, on va dire. C'est ma romance tragique préférée, et je pense que philosophiquement, le film dit des choses que drama romantique. Exactement. Le film dit des choses que je pense vraiment profondément au fond de moi dans Eternal Sunshine dans Spotless Mind. Donc pour moi, je suis un fan, enfin, j'aime beaucoup ce film-là, mais le livre des solutions m'interloquait pas mal, et du coup j'ai quand même demandé un peu l'avis à certaines personnes, et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit que le film est sympathique, mais il y a une déception parce que c'est du Michel Gondry, et parce que tu dis mais comment c'est possible que Michel Gondry te ponde un film qui est pas au niveau du réalisateur. En fait, si c'était peut-être n'importe quel autre réalisateur, t'aurais un gars qui vient de commencer, etc., tu diras, bon, bah c'est sympathique, ça se mate, plutôt cool. Ouais. Mais vu que là, c'est Michel Gondry, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont déçus sur ce truc-là. Et c'est aussi un peu ce que tu me disais en off, Théa. C'est que tu disais, mais oui, c'est cool, mais ça fait chier que ça soit du Michel Gondry, quoi. Et moi, c'est un peu comme ça que je le perçois de plusieurs personnes qui l'ont vu, en disant que il manque un peu ce truc un peu exceptionnel que d'habitude tu retrouves dans son cinéma. Alors, j'avais vaguement lu dans une interview de Pierre Ninet, mais en fait, j'ai l'impression que ce film, il est aussi beaucoup issu d'anecdotes de vie de Michel Gondry lui-même, de ce que je lis. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup inspiré de sa propre vie et de sa propre expérience de réalisateur pour le mettre dans ce personnage foutraque de Marc. Donc, peut-être c'est aussi pour ça que ce film est peut-être un petit peu moins fantaisiste, parce qu'il est plus ancré dans la réalité et dans une réalité plus autobiographique, peut-être. C'était donc l'avis de Théa sur le livre des solutions de Michel Gondry. Un film que du coup, comment tu pourrais le décrire ? Oui, allez-y, non, n'allez pas ?
Sympathique, mais c'est pas le plus Michel Gondry si vous voulez du Michel Gondry. Eh ben formidable. Et c'est donc cet avis-là de Théa. Et on va enchaîner avec quelque chose d'un peu différent. On revient sur les plateformes de streaming parce que cette fois-ci, on va se tourner, pas seulement streaming, et il était aussi au cinéma pendant cet été, on va se tourner vers le dernier film Pixar, à savoir Élémentaire. Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleurs bleues. Circuler, y a rien à voir. Juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au secours! Et nous, les flamboyants, votre commande! On est tout feu, tout flamme. Cette boutique est le rêve de notre famille. Et un jour, elle sera à toi. Mais nous cohabitons grâce à une règle d'or. Les éléments ne se mélangent pas. D'où il sort? Oh, en plus, la tuyauterie m'a déformé. Dingue. Ah, là c'est mieux. Élémentaire ou Elemental en anglais est donc le dernier film d'animation Pixar. Film de, du coup, juin 2023, donc, ou plutôt sorti en juin 2023 au cinéma et ensuite, évidemment, très vite sur Disney+. Le synopsis: dans la ville Element City, le feu, l'eau et la terre et l'air vivent dans le plus parfaite harmonie. C'est ici que réside Flamme, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qui se porte remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel il vit. Alors, nous sommes deux à avoir vu le film, notamment Elsa et moi-même, et je vais commencer par prendre la parole pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé de ce petit élémentaire ou élémental. À chaque fois que je dis élémental, j'ai l'impression de parler du fromage, ce qui est très bizarre. J'adore la référence que tu viens de balancer. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé un peu de ce film? Alors, c'est ok. Je vais peut-être développer un peu plus. C'est ok, pourquoi? Déjà, il faut comprendre que Elemental, il est dans la juste ligne de ce que Zootopia a créé, à savoir des films d'animation, enfantin, entre guillemets, on va dire, pour les enfants, mais qui veulent parler de grosses thématiques sociétales, mais toujours un peu en extérieur, on va dire. Toujours pas entrer vraiment au cœur du sujet, pas pousser une réflexion vraiment politique, mais toujours aller un peu dans la couche extérieure et juste avoir un peu un petit truc qui éparpille par-dessus un message, mais rien de vraiment profondeur. Et dans Élémentaire, on est exactement dans cette thématique-là de parler des questions de société et donc évidemment de parler de mixité sociale, parler de mélange, parler de culture et justement ce truc-là de mélanger et donc des questions de racisme, etc., etc. Le problème, bon, évidemment, c'est que c'est toujours des trucs qui sont un peu extérieurs. Après, rien de spécialement dérangeant à mon sens, on va dire, pour les enfants. Après, pour moi, en tant que spectateur un peu plus adulte et qui a eu tendance à voir pas mal d'autres films, voir un film comme ça qui traite d'une manière un peu simpliste les questions d'opposition entre les différentes ethnicités ou les différentes populations, des fois ça apparaît un peu simpliste et un peu naze. Mais je comprends ce qui a été fait et en vrai ça me dérange pas plus que ça. Maintenant, pour donner un peu quelques éléments positif, je pense que le gros élément positif que je trouve dans ce film, c'est l'animation. Je trouve l'animation très jolie. Après, c'est très compliqué de rater ça avec Pixar, mais vraiment en termes d'imagerie et d'animation et de chara-design des personnages, j'aime bien en fait tout ce qui a été fait. Je trouve que visuellement la ville est jolie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ce film sur plein de plans. C'est pas magnifique, c'est pas le truc qui va me marquer, mais sur le moment tu regardes ça et tu aimes bien parce que c'est très coloré, c'est très beau d'un certain côté. Donc c'est quelque chose qui est très sympathique. Maintenant, en plus de ça, le film quand même, il arrive à être touchant, il arrive à te tenir un peu. Il est drôle aussi par moments, donc c'est ok. Maintenant, l'histoire,
honnêtement, elle est vite oubliable. C'est, on va dire, plus un prétexte pour parler de quelque chose d'autre. Parce que c'est une histoire de « Ah, il y a eu une connerie qui s'est passée, il faut protéger un petit endroit d'un village. » Mais en même temps, le scénario ne suit pas vraiment son cours. Parce qu'en fait, à un moment donné, on va plutôt suivre la relation entre deux personnages. Scénario complètement oubliable, pas spécialement intéressant, et plus un prétexte pour parler d'autres choses. Donc... c'est pas vraiment... Voilà, c'est pas vraiment le truc très intéressant. C'est par contre aussi, par la même occasion, je trouve que c'est un des Pixar les moins matures, malheureusement. Ouais, en fait, bizarrement, oui, je le trouve pas si mature que ça. Alors oui, la thématique de la question de la diversité, encore une fois, c'est la question du vivre ensemble. Mais comme je l'ai dit un peu avant, c'est vraiment ce truc en mode... Bah, c'est toujours en parler un peu en superficie et jamais vraiment entrer dans le truc, mais d'en parler d'une manière un peu simpliste ou un peu bateau, ou pas vraiment très intéressante. Donc ce serait encore... Enfin, Zootopia a beaucoup été comparé à ce film, en disant que Zootopia c'était quand même beaucoup mieux. Oui, alors oui. Bien mieux, pardon. Pour moi, c'est plus pertinent parce que dans Zootopia, tu vas beaucoup plus montrer des rapports même de police. C'est-à-dire, il y a des moments où tu parles de la police, tu parles de plusieurs trucs. Là, c'est plus en mode... la flamme, ils aiment pas trop l'eau. Parce que du coup l'eau c'est chiant parce que ça éteint la flamme et puis l'eau en fait ils aiment pas la flamme parce qu'ils disent qu'ils détruisent le bois et du coup c'est pas bien. D'accord, merci. Mais bon, c'est pas... Mais il faut aussi voir le public. Oui, mais c'est pas parce que tu le donnes à des enfants qu'il faut que ça soit bête. Et c'est pas... Non, en fait, mais c'est pas il faut bête. que ce soit simplifié quand même, un petit peu. Et surtout pour parler de la diversité. Oui, ça je suis d'accord. Parce que le public, quand même, d'après ce que j'ai compris, le public pour Elementary, c'est pour un public légèrement plus jeune quand même. D'après ce que j'ai compris, comparé à Zootopia. Non, je pense qu'ils ont le même public. Je pense qu'ils ont vraiment le même public, à mon avis. Bah, ouais, j'ai l'impression... Légèrement. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'ils ont simplifié parce qu'ils ont vu que dans Zootopia, pas tout le monde pouvait comprendre. Enfin, même si pour moi, c'est simple et c'est normal, mais nous, on est des adultes et on a une certaine fibre sociale, entre guillemets. Mais voilà, moi, je trouve que t'es quand même un peu trop sévère sur ce film. Non, mais justement, j'ai pas dit que c'était un problème. En fait, j'ai pas dit que le fait de simplifier était un problème. Je trouve juste que moi, en tant que spectateur plus adulte, j'ai un peu ce truc-là en mode, si je regarde ce film, je vais être en mode, ok. Mais c'est pour ça que je trouve pas que le film est mauvais. Je trouve que le film est même bon, mais le bon à la limite. Tu vois, le bon en mode, je l'ai regardé, j'ai passé un bon moment, je trouvais ça joli, mais je l'ai vite oublié. Mais encore une fois, si je le revois encore une autre fois, je vais trouver ça bon encore une fois. Mais je vais pas trouver ça incroyable, je vais pas trouver ça excellent. Je vais juste en mode, ok, pas mal. C'est sympa, je l'ai maté. Oui, mais ça rentre dans le fast-food Disney+. Mais tu vois, mais je pense que c'est même plus que du fast-food. Tu vois, là, je suis en mode, c'est un peu supérieur que du fast-food. Non, c'est quand même supérieur, mais ça entre quand même dans la lignée de la surconsommation, de streaming, enfin, du grand pire Disney, etc. Oui, ça entre là-dedans, quoi. Après, bon, oui, aussi, effectivement, on parle de l'immigration, on parle des différences multiculturelles, et on parle aussi, il y a aussi une certaine romance entre deux personnages qui sont complètement tout opposés. Lui, c'est une flaque d'eau, l'autre, c'est une allumette, enfin bref, c'est une flamme, c'est une petite flamme. Ne spoilons pas trop, s'il vous plaît. Mais c'est pas spoilé. Oui, c'est clair. Dire qu'elle c'est une allumeuse et puis genre lui, pardon, j'ai rien dit. Ça peut faire un porno assez bizarre. D'ailleurs, c'est Adèle Exarchopoulos qui fait la voix de Flamme, d'ailleurs. Voilà, exactement, en français, oui. Un peu naze la version française, je sais pas ce que t'en penses de ça. La version française, elle est vraiment naze. Enfin, elle est pas horrible, mais genre, des fois, tu imagines les acteurs qui sont derrière leur micro en mode mais non, tu ne devrais pas faire ça. Et tu dis merde. C'est si mal joué. Oh mon Dieu, je ne sais pas jouer des émotions et les intonations. Non, attends, c'est pas autant que ça, mais un petit peu quand même. Mais presque, ça sent que c'est... Est-ce que vous avez aussi cette impression que des fois ils délèguent les voix à des gens qui ont rien à foutre dans ce milieu-là? Genre, ça me fait penser à tous les youtubeurs qui ont fini dans... Squeezie, même genre les Seb et GDG. Ils ont aussi fini dans des films pour faire des voix. Dans Donjons et Dragons, exactement. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement, le métier de doubleur, on le dira jamais assez. Je pense qu'on le dira au moins une fois par année, mais ça se mérite. Après JDG... Parenthèse sur JDG, mais lui c'est un cinéphile avec Saboussi.
Ça veut pas dire que t'es un bon acteur. Hein. Oui, mais cinéphile, mais eux aussi, ils ont beaucoup joué. Caméo. Ils ont fait des caméos. Enfin, ils ont beaucoup juste un joué caméo, dans leurs vidéos et tout. Donc, niveau on va dire, comédie ou quoi, ils ont quand même un tout petit peu plus d'expérience que par exemple Squeezie, qui lui vraiment n'a jamais fait du théâtre, n'a jamais fait de vidéo mode acting ou je ne sais quoi. Le problème, c'est que Donc, GDG, c'est un caméo. Enfin, Seb et Fred, c'est un Ouais, caméo c'est un dans caméo. Donjons & Dragons. Squeezie, il fait la voix officielle de Ratchet et Clank dans le film Ratchet et Clank. Et du coup, il tient et Norman, c'est la même chose quand il a fait. Quand il n'était pas cancel pour des raisons évidentes, il a pris des rôles principaux. Moi, c'est ça le problème. C'est qu'on fait une courte parenthèse avant de revenir sur Élémentaire, mais c'est vrai que prendre c'est le star, je sais pas comment on appelle ça, c'est le truc genre tu prends des stars juste pour attirer des gens qui viennent voir ton film. Bah en vrai, si c'est des gens qui ont vraiment bossé le truc, y a pas de souci, mais vu que c'est fait juste pour attirer de la thune, enfin pour attirer que des gens viennent en salle, c'est naze. Mais là dans Élémentaire, ils prennent pas des restas bêtement, en fait ils prennent des acteurs. Quand je dis qu'Exarchopoulos et l'autre, que je ne sais pas qui est le mec qui fait sa voix du personnage masculin, mais ils sont pas nazes, c'est juste que tu sens que la VF est probablement clairement en dessous de la VO parce que, en tout cas, je l'ai vu en VF et Elsa aussi l'a vu en VF. Tu sens qu'elle est un petit peu en dessous. C'est pas une catastrophe non plus, mais tu sens qu'elle est légèrement en dessous et puis t'as ce côté un peu, je sais pas, peut-être un peu trop niais, je dirais, peut-être de temps en temps. Okay. Ouais, oui, c'est pas que c'est mal joué, mais on sent qu'il y a un décalage des fois de temps en temps en mode décalage d'acting ou quoi. Mais ce que je voulais dire par rapport à la romance du coup dans Elementary. Oui, comme l'a dit Lucas, scénario un peu oubliable malheureusement. Par contre la romance, voilà, elle est intéressante parce que du coup c'est deux personnages qui s'opposent complètement, même d'un niveau élémentaire. Wink wink. Exact. Et puis du coup voilà, je vais pas spoiler, mais du coup c'est mignon. Voilà, il y a des moments mignonneries. Ouais, c'est touchant. Voilà, c'est touchant parce que c'est deux personnages qui s'opposent et puis du coup finalement voilà comme quoi. Et en fait ils s'aiment bien au final. Mais même ils s'aiment bien et c'est possible qu'ils soient ensemble. Voilà. Et du coup c'est sympa. C'est feel good. Voilà. Et puis même les trucs, voilà, on parle de la relation jeune adulte, enfant, enfin jeune adulte, parents, machin, le fait de pas vouloir décevoir ses parents, machin, truc chouette. Voilà, bon, c'est un film. En fait, c'est un film feel good, c'est ok. Oui, c'est ce que je disais. C'est clairement ok. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un classique. Il y a rien de méga original. Mais c'est sans plus. C'est ok. C'est ok. En fait, c'est un film popcorn. Voilà, c'est clairement un film popcorn, tu vois ça avec ta nièce. Voilà. Mais finalement, c'est pas un peu West Side Story Disney. Non, je sais pas, j'avais que ça qui me venait à l'esprit. Non, la référence. Non, mais je déconne, mais ça me fait penser à ça pour pas dire Roméo et Juliette. Mais j'ai l'impression que après le gros bide qu'ils se sont pris avec Buzz l'éclair, ils avaient peut-être besoin de faire un film qui cochait un peu toutes les cases de c'est facile, Buzz c'est l'éclair, compréhensible. c'était pas Disney ? Non, c'est Pixar. C'est Pixar, ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils sont revenus à un film dont ils maîtrisaient les codes parce que ça fait plusieurs longs métrages qui font un peu justement ce genre de thématique d'opposer de deux personnages principaux dont les opposés les attirent et puis un contexte social ou politique contemporain ou en tout cas critique. Donc j'ai l'impression qu'avec ce film ils ont essayé de faire un peu je sais pas du Zootopia low cost peut-être. Ben, je sais pas s'il y avait cette vocation de faire. En fait à mon avis il y avait la lignée de Zootopia, il y avait la même idée de dire on veut balancer un sujet, mais plein de films d'animation sont en train de le faire et vont continuer à faire. Je pense que là dans les films d'animation des gros studios qu'on a maintenant, c'est le gars aussi du studio Illusion, ceux qui ont fait les Mignons, comment ça s'appelle, Illumination, et qui vont faire le prochain film qui s'appelle Migration je crois, ou je sais plus. Dieu. Mais c'est un truc sur les oiseaux, mais du coup tu comprends déjà que la thématique heureusement ça qu'il y a sera pas Marine Le Pen dedans. Non mais tu comprends déjà que les thématiques de ce film ça sera la migration. En fait tous les studios sont en train de parler de ça, même le studio qui du coup a fait Spider-Man traite aussi de certaines thématiques sur ces questions-là. Donc tout un peu les studios sont en train de se mettre à l'appel à ce niveau-là pour l'animation pour essayer d'avoir un message. Et du coup Élémentaire va dans cette droite lignée. Maintenant je trouve que en fait la forme marche. La forme elle tient la route. C'est juste le fond qui est pas vraiment bien, et surtout je pense que si j'ai bien vu, je crois que le film a vraiment bidé. Élémentaire, je crois qu'elle a vraiment bidé. Déjà en salle, ça a pas fait beaucoup.
Et je crois que sur Disney+, ça a un peu plus marché. Mais vraiment, en salle, je crois que ça a vraiment bidé, quoi. Parce que, bon, déjà, le pauvre film tombe exactement le moment où t'as Barbie et Oppenheimer qui sortent en salle. Aucune chance. Là, c'est un peu mort pour ta gueule. Et en plus de ça, en plus de ça, t'as le truc en mode ton truc est au cinéma. Et puis quelques semaines après, bah, tu le sors sur Disney+. Ouais. Voire aux États-Unis, je crois qu'il sort en même temps sur Disney+, et en salle de cinéma. Ouais. Et sachez que quand tu fais ça, c'est la mort de ton film dans tes salles obscures. Parce que, évidemment, qui c'est qui va aller voir ton film dans les salles obscures sur grand écran si tu peux le voir à la maison gratuitement. Tu tues le cinéma en faisant ça. Gratuitement, en payant 10 balles par mois. Oui, c'est rentabilisé. C'est tout de suite rentabilisé. 19 balles. Oui, alors évidemment, et en plus de ça, mal. Élémentaire, tu le voyais dans les salles, mais c'était Balexer, Pathé, tous ces trucs-là. Et en Suisse, on sait très bien que certaines salles sont très chères. Donc en fait, pour aller voir ça à autant cher, personne n'allait faire ça. Et je pense que tout le monde a attendu qu'ils sortent sur Disney+ pour se le mater et pour s'en faire un petit moment, quoi. Donc en vrai, pas un mauvais film. On est d'accord avec Elsa. Pas un mauvais film, pas un chef-d'œuvre, mais un film ok. C'est bizarre, il n'y a pas d'autres mots à dire. C'est juste un film ok. C'était donc notre avis sur Élémentaire, le dernier film Pixar. On vous invite donc, si vous voulez, à vous faire votre avis et à savoir un peu ce que vous en pensez. On va enchaîner du coup avec notre dernier film d'actualité. Alors pas complètement un film d'actualité parce que ce film est sorti pendant l'été. On était censé vous en parler lors de le dernier épisode des rattrapages un peu de l'été, mais malheureusement on avait un peu trop de films, donc on a décidé de vous le garder un peu au chaud pour cette émission, pour prendre le temps d'en parler, parce que c'est un film qui est quand même assez intéressant. On va parler de Talk to Me. No, please. It's my mom's Remembrance Day. I just want to forget about it. Who's up? I'll do it. Cannot go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds? Don't want to stay. Light the candle to open the door. Blow it out to close it. Put your hand on it. Now say, talk to me. Talk to me. Alors, Talk to Me ou La Main, merci infiniment aux personnes qui translate les noms des films américains ou anglais en des noms français qui n'ont strictement aucun sens. La Main, pourquoi pas? Bon, évidemment, vous allez voir pourquoi ça a du sens. Et en canadien, ça donnerait quoi? J'en ai aucune idée, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Et donc Talk to Me est un film... mais d'ailleurs, le film s'appelle Talk to Me, traduit en français La Main, mais il est aussi connu sous le nom Parle-moi. Voilà. Parle-moi donc. Donc si vous voulez avoir la grande diversité des différents noms que vous pouvez donner pour ce film, vous les avez. En tout cas, Talk to Me est donc le dernier film d'horreur qui est sorti donc cet été, Made in A24. On ne le présentera pas 1 milliard de fois. Quel est ce studio qu'on adore, qui avait évidemment produit Everything Everywhere All at Once, qui avait évidemment produit X, enfin bref, il avait produit plein de trucs qu'on n'arrête pas de vous parler dans cette émission. C'est un film australien et réalisateur, donc on a 2 personnes. Et j'ai une petite histoire sur ces 2 personnes parce que c'est le premier film de 2 très jeunes réalisateurs australiens, à savoir Danny Philippou et Michael Philippou, qui sont des frères. Et en fait, c'est qui ces mecs? Parce que probablement vous en avez jamais entendu parler. Et ben en fait, à la base, c'est 2 youtubeurs. Ces 2 youtubeurs australiens, je ne connais pas trop leur contenu YouTube. Je sens tout de suite que tu es en train d'avoir peur, Théa, mais écoute-moi bien, tu vas peut-être être surprise. En fait, ce sont 2 youtubeurs à la base qui sont passionnés de cinéma, et notamment de cinéma horrifique, et qui sont très connus en Australie. Et en fait, il y a quelques années, ils ont été stagiaires sur le tournage d'un film d'horreur qui s'appelait Babadook, film assez connu d'horreur, en tout cas qui a eu une petite résonance, en tout cas à une certaine époque. Ouais. Et ils ont été stagiaires sur ce plateau de tournage, et en fait, ce moment-là leur a donné l'expérience, les connaissances, en tout cas partiellement les connaissances, pour justement réaliser leur tout premier film, qui est du coup Talk to Me.
Alors le synopsis c'est quoi ? Lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée, ils deviennent accros à ce nouveau frisson et l'expérience fait le tour des réseaux sociaux. Une seule règle à respecter, ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes. Lorsque l'un d'entre eux l'enfreint, ils vont être rattrapés par les esprits, les obligeant à choisir à qui se fier, aux morts ou aux vivants. Alors, je suis du coup le seul à avoir vu ce petit film, et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, j'ai tout de suite vu autour de moi des gens qui ont tout de suite eu peur quand j'ai dit que c'était un film qui était réalisé par des youtubeurs. Et ben, je vais vous surprendre, mais Talk to Me, c'est franchement pas mal du tout en fait. Et honnêtement, pour un premier film, moi je trouve chapeau bas, parce que c'est vraiment un bon film d'horreur qui marche de manière très intelligente. Et je pense que c'est vraiment un pari réussi pour ce petit film d'horreur qui mangeait vraiment pas de pain, qui a pas une autant grand com que ça, même si je pense qu'il a eu de la chance de tomber dans une période dans le cinéma, ou en tout cas particulièrement le cinéma suisse, où en fait il n'y avait pas énormément de films de genre. En fait, le truc qui arrivait était le seul cet été à vraiment être le film d'horreur qui sortait dans les salles obscures et qui avait une assez bonne distribution. C'était quasiment le seul dans la période où il est sorti. Et donc, je pense qu'il a eu quand même un petit coup de pouce de ça, parce que du coup, probablement, il aurait eu beaucoup moins de visibilité grâce à ça. Mais en fait, c'est plutôt un pari réussi. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est un film qui est bien réalisé, parce que c'est un film qui est surprenant, parce que l'histoire elle est prenante, parce que c'est bien cracra, donc assez gore par moment, mais c'est juste comment il le faut et parfait pour ne pas être too much et pour pas te dégoûter ou que ça soit du torture gore nul. Et en même temps, c'est badant. Ça marche bien parce qu'on arrive à jouer avec les codes du cinéma d'horreur pour te faire peur. Et on s'entend bien, le film il est loin d'être terrifiant, je pense pas que c'est le film qui va vraiment vous terrifier, mais par contre l'utilisation des méthodes de réalisation horrifiques à par moment, il marche. Même si je trouve qu'il y a encore un petit problème des screamers qui malheureusement sont un peu trop présents dans ce film et utilisent beaucoup trop de facilité à ce niveau-là. Ça c'est un peu dommage. Après, on peut lui reprocher un manque de maturité. C'est un peu ce que j'avais entendu à l'époque pour It Follows, qui est du coup un film que je vous recommande d'aller voir, qui est un film qui traite des questions des maladies sexuellement transmissibles. Et oui, parce qu'on peut parler de thématiques comme ça dans les films d'horreur, évidemment. Santé couvert. Les films d'horreur sont toujours évidemment liés aux questions politiques, beaucoup. Mais bon, enfin bref, on abordera ça une autre fois. Mais du coup, c'était aussi le reproche qu'on donnait à It Follows, c'est que c'est un film qui manquait de maturité, qui était un peu adolescent. Je ne suis pas tout à fait d'accord, voire peut-être je comprends un peu en revoyant plusieurs fois le film, qui est un film que j'aime beaucoup et que je vous invite évidemment à voir. Je comprends un peu la critique, mais je suis pas complètement d'accord. Là, pour Talk to Me, je suis un peu plus d'accord parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur un espèce de truc un peu adolescent par moment et ça peut un peu saouler des personnes. C'est-à-dire, ouais, on est vraiment sur le truc de quasiment tous les personnages sont des adolescents un peu teubés, il faut quand même le dire, un peu réseaux sociaux, iPhone, regardez, on fait des trucs sur Insta, etc. Des fois, ça peut être chiant. Maintenant, en même temps qu'il manque de maturité, je trouve qu'il traite de questions qui sont plutôt cool. C'est posé pas de la manière la plus subtile, parce qu'en fait c'est un film qui traite de la question des drogues et surtout de la prise des risques des jeunes en soirée. Et de la prise des risques des jeunes de manière générale, et cette génération du paraître et l'idée de montrer et de filmer des choses que tu fais en soirée. Bon... c'est pas méga subtil, c'est pas la meilleure manière de faire ça, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et encore une fois, moi le truc de ce film, c'est que je comprends pourquoi il a tous ses défauts. C'est le premier film de deux jeunes réalisateurs qui mettent les pieds pour la première fois dans le monde du cinéma, mais c'est normal de pas connaître tous ces trucs-là, c'est normal de pas connaître exactement la subtilité qu'il faut. Pour moi, ça marche. Juste pour moi, ça marche parce que ils ont tenté un truc. Et ils ont tenté un truc qui est pas trop mal, il y a des défauts, mais ça marche. Et en plus, franchement, je pense que c'est un film qui est surprenant, notamment pour sa fin, qui est jusqu'au boutiste. C'est un film qui te prend et qui vraiment est badant par moments, qui arrive à marcher. C'est honnêtement un film d'horreur qui est très surprenant, qui est peut-être un des meilleurs films d'horreur de cette année, je pense. J'en ai pas vu non plus des masses, je vous avoue, de films d'horreur cette année, mais je pense que c'est une très bonne surprise, un très bon film d'horreur, une petite pépite méconnue, qui est, encore une fois, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film qu'honnêtement je peux recommander
à certaines personnes et à plusieurs personnes qui ont envie un peu de voir des films d'horreur, je recommande sans trop de soucis parce que c'est une petite pépite, parce que c'est aussi pour donner de la visibilité à des jeunes réalisateurs, deux jeunes réalisateurs qui ont besoin de cette visibilité. En plus de ça, il y a plein d'acteurs et d'actrices dans ce film qui sont des gens qui ont leur premier rôle, c'est-à-dire on peut parler de Sophie Wilde, on peut parler de Alexandra Jensen, de Joe Bird, enfin bref, il y a plein de petits acteurs, actrices qui sont très jeunes, qui sont pas très connus et qui font leur premier rôle, leur première apparition. Et d'ailleurs, moi, ça fait déjà maintenant bien 1 mois, je crois que j'ai vu ce film, et pourtant, il y a encore des scènes qui me marquent. Je crois que la scène, par exemple, du début, je la trouve encore très très bien jouée, très forte et même brutale en fait dans ce qu'elle t'apporte. Plusieurs scènes qu'il y a dans l'hôpital, pour ceux qui ont vu le film, c'est des scènes que je trouve très dures. Et encore une fois, l'utilisation du corps dans le film fonctionne, mais vraiment très très bien. Avec en plus un budget, si je me rappelle bien, pas très haut, mais après c'est encore une fois parce que c'est un premier film de 2 jeunes réalisateurs. Honnêtement, avec le budget qu'ils ont, moi je trouve que ça a plutôt très bien marché. Et donc je vous le recommande sans vraiment de problème parce que je pense que c'est un film intéressant et qui mérite au minimum votre attention. Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre absolu, mais en tout cas, vous allez en avoir pour votre argent, je pense, sans trop de soucis. Donc j'ai 2-3 petites questions puisque je t'écoutais parler de ce film. Donc, si tu devais donner un avis général, rassure-moi, pour moi, futur stagiaire demain, je stresse. Ça paye d'être stagiaire finalement. Ça paye apparemment, parce que s'ils ont appris tous ces trucs-là en voyant Babadook, en tout cas en bossant sur le film Babadook, honnêtement, je suis très surpris. C'est-à-dire juste en ayant fait ce stage. Alors, c'est pas que juste, à mon avis, ils ont bossé après sur leur truc, etc. Enfin, ils ont vraiment bossé pour ce travail. Parce qu'on sent qu'il y a un travail d'écriture qui est pas, qui est écrit par l'un des 2 réalisateurs en collaboration avec un mec qui s'appelle Bill Hinzman, qui est aussi un autre scénariste, mais qui n'a écrit qu'un film en fait. Donc probablement ça doit être des potes à eux. Voilà. Okay. Et donc oui, complètement. En tant que stagiaire, ils ont réussi. C'est pour ça que je le trouve incroyable. Je trouve ça très bien d'avoir passé d'un stage, juste avoir observé une œuvre, à réussir à créer un long métrage qui en plus est soutenu par A24. Et ça, franchement, c'est que si A24 arrive à te prendre ton projet, c'est qu'ils ont vu une chose intéressante à l'intérieur. Ah oui, clairement, niveau créativité, ils sont assez forts pour les dénicher. Et du coup, tu disais qu'au début, ils étaient youtubeurs, ils viennent du monde youtubeur. Exactement, ouais, c'est 2 youtubeurs que je ne connais pas tellement, parce que je ne regarde pas tellement le YouTube australien. Les Aussies, désolé, mais là, on est dans une émission très internationale aujourd'hui. Ouais, mais j'en suis sûr qu'il y a des... Du coup, je voulais poser la question, parce que c'est une question qui revenait beaucoup quand, par exemple, le Palmacho s'est lancé dans le cinéma. On leur a toujours beaucoup demandé, genre, mais on s'est aussi posé la question en regardant les films, qu'est-ce que vous pouvez tirer de votre expérience YouTube? Est-ce que vous retournerez à YouTube? Est-ce que vous allez passer au cinéma définitivement, etc. Est-ce que toi tu sens la patte YouTube, genre une façon différente de faire du cinéma? Ouais, alors justement, c'est là où je vais te surprendre, justement pas. Je ne vois pas mais c'est justement intéressant, ça veut dire qu'ils se déconnectent énormément de leurs médias. Et en fait, leur chaîne YouTube s'appelle Raka Raka. Ils ont 6,8 millions d'abonnés. Donc c'est pas des tanches, hein. Vraiment, c'est pas trop mal. Alors, tu pourrais dire, pour le YouTube états-unien, bon, c'est pas... Enfin, ils sont australiens, hein, mais pour le YouTube anglophone, c'est pas naze, parce que tu peux facilement avoir 10 millions d'abonnés quand t'es dans le YouTube anglais, enfin, anglophone. Maintenant... Tu sens, alors je ne connais pas trop leur travail, mais en voyant juste la description de leur page YouTube, c'est marqué Danny et Michel Philippou, wannabe filmmaker on Rampage. Ça veut dire que la vocation, je pense, de leur chaîne YouTube au départ, ça a toujours été d'être des réalisateurs. Et donc en fait, ils ne fonctionnent pas avec l'idée du médium YouTube, mais ils fonctionnent avec l'idée d'un médium cinématographique. Là où peut-être le Palmacho fonctionnait au départ comme un médium web, comme un médium télé, donc sur C8 et donc les Very Bad Blagues, alors que eux fonctionnent sur un médium cinématographique, le pensent déjà comme un truc cinématographique. Encore une fois, je ne connais pas leur travail sur YouTube et donc je ne pourrais pas vous dire si dans leur travail YouTube il y a déjà cette patte que tu pouvais reconnaître. En tout cas, sur la réalisation en elle-même, on a l'impression que c'est tout simplement des réalisateurs qui sortent d'école de cinéma. Enfin, moi, je le voyais un peu comme 2 jeunes réalisateurs qui sortent d'école de cinéma et qui ont l'envie de créer un film d'horreur et font un film d'horreur. À petit budget, avec pas non plus les acteurs les plus connus, avec pas mal de défauts et un manque de maturité qui est pour moi flagrant sur des moments, mais c'est le début de quelque chose qui est très bon. Et je pense qu'ils vont apprendre de ce film
Et ils vont apprendre de plusieurs autres expériences. Et ils vont, à mon avis, et j'ai très hâte de voir en fait leur prochaine création. J'ai très hâte de voir ce qu'ils ont envie de faire et de peut-être entrer dans quelque chose d'encore plus terrifiant, peut-être encore plus psychologique, parce qu'il y a beaucoup de trucs psychologiques, mais beaucoup plus psychologique et peut-être un peu plus poussé et peut-être un peu plus, on va dire, sérieux à ce niveau-là. Ok, d'accord. Pourquoi on juge ? Je sais pas, j'allais faire une blague. Est-ce que c'est le spin-off de la chose ? Oh ta gueule. C'était donc notre avis sur Talk to Me, ou plutôt mon avis sur Talk to Me, alias La Main, alias Parle-moi. J'adore quand un film a autant de prénoms différents, c'est juste formidable. En tout cas, c'est tout pour nous, pour les films d'actualité. On avait une belle panoplie de films très divers et variés, je trouve ça super cool. Et maintenant, il est grand temps de passer à notre carte blanche du jour, pour vous rappeler que la carte blanche, on donne chaque émission la carte blanche à un chroniqueur, une chroniqueuse qui a le droit de vous parler d'un film ou d'une thématique ou de quelque chose qui est relié au cinéma. Cette personne a à peu près 5 minutes pour s'exprimer et qu'on ne peut évidemment pas l'interrompre. 5 minutes, et cette fois-ci, c'est Théa qui nous fait sa carte blanche. Ça, c'est du gasoil. Je sais ce qu'il faut faire et je vais le faire. Ah, il m'a giflé. Lui fais sauter la tête. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Tu vas rester là, gros sac à merde de bulgare. J'aime ton gros cul, c'est le plus beau que j'ai vu. Théa, quelle est donc ta carte blanche d'aujourd'hui ? Bien, je voulais vous présenter un des films qui m'a le plus marqué et que j'aime le plus au monde. C'est un film que je regarde assez régulièrement parce qu'il est très jovial, il fait chaud au cœur. Mais c'est pas forcément un des films vers lesquels on se tournerait traditionnellement, parce que c'est un film, à nouveau, il va falloir s'accrocher à vos meilleurs sous-titres pour pouvoir le comprendre, parce qu'il s'agit de Chat Noir et Chat Blanc, qui est sorti en 1998, big up à la team 98, dont je vous épargne aussi le titre en serbe, parce que honnêtement, je ne peux pas me lancer dans cette épreuve. Il s'agit d'un long métrage de Emir Kusturica, qui est donc un réalisateur franco-serbe, connu pour tout son travail autour notamment de l'histoire des Balkans, des Gitans, de nombreuses guerres qui ont traversé les Balkans. Par exemple, je peux vous recommander La vie est un miracle, ou Le temps des Gitans aussi, très bon. Et pour ce film, je pense que je vais d'abord vous faire un petit résumé, vu que je me suis fichée à l'écrire. Donc il s'agit de l'histoire rocambolesque de Zare et de son père Matko, vivant au bord du Danube, et de commerce aussi du marché noir russe, qui les fournit en produits à revendre, en péniche. Par exemple, en faux gasoil qui se trouve être de l'eau, en machine à laver dont ils n'ont aucun usage puisqu'ils n'ont même pas l'électricité. Mais toutes ces petites choses qu'ils vont pouvoir revendre à un meilleur prix. D'ailleurs, très avide d'argent, Matko va se mettre dans un beau pétrin le jour où il décide de s'associer à un parrain de la mafia locale, le dénommé Dadan, pour braquer un train. Qui est une expérience qui déjà part très mal, vu que ce sont tous des grosses tanches. Mais en plus, Matko est embobiné par Dadan, entre 2 rails de coke et 2 refrains de techno, qui jouent dans sa limousine, et il est contraint par celui-ci de faire épouser Zare à sa sœur. Parce que la sœur de Dadan est ce qu'on pourrait qualifier de personne au physique ingrat et qui ne trouve pas l'amour. Et donc Dadan veut s'en débarrasser pour qu'elle soit contente et qu'elle arrête de lui casser les couilles au quotidien. Et donc il veut la marier de force à Zare. Seulement que voilà, le bon Zare, lui, il est déjà sous le charme d'Ida, une jeune serveuse qui travaille dans le restaurant de sa grand-mère, qui est très peu commode et qui a des guests pour le moins osés, on va dire. Et donc, est-ce que les jeunes amoureux parviendront-ils à déjouer les plans de leurs anciens paternels ? Et est-ce que les morts peuvent revenir à la vie pour aider les vivants ? Et oui, c'est une vraie question très importante. Et en l'occurrence, la première fois que j'ai vu ce film, c'était à Madrid, pour changer,
à la Cinémathèque de la ville, que j'ai déjà maintes et maintes fois mentionné, mais qui reste pour moi le meilleur souvenir que j'ai eu de cette ville. Et c'est totalement par hasard que j'ai fini là. De nouveau, c'était un billet qui m'a coûté rien du tout, parce que c'était lors d'un festival, et à Madrid, lors des festivals de cinéma, ta place, elle est gratos. Et je suis sortie de cette séance absolument transformée. Pour le contexte, j'étais dans une salle qui était particulièrement vive et qui a beaucoup entonné la musique tzigane au refrain très répétitif et à la musique totalement entraînante. Les gars à côté de moi arrêtaient pas de taper du pied de façon très enjouée. Donc c'est un film qui fait vraiment plaisir et c'était le but de Kusturica quand il l'a réalisé. C'était vraiment de faire un film good feeling, vraiment pour oublier un peu, on va dire, le contexte dans lequel il prend ancrage. Et donc entre cette musique tzigane, le rythme burlesque et les situations totalement hilarantes, ce film sait comment nous remonter le moral. Et pour cause, comme c'était son objectif, il arrive à amuser, à redonner de l'énergie aux spectateurs à travers toute cette folitude, parce que l'histoire, c'est un vrai conte d'amour chevaleresque. Ça évolue dans des décors carnavalesques, totalement chaotiques, mais extrêmement bien étudiés et maîtrisés, même sous son aspect un peu foutraque. Dans ce désordre général, il y a quand même un fil rouge qui se déploie, qui suit une logique plutôt traditionnelle. Il y a une résolution logique qui se construit à travers le récit pour que tous les personnages finissent par y trouver leur compte. Et enfin, ce titre, Chat blanc, chat noir, qui a quand même été très incompréhensible pour moi pendant très très longtemps. En fait, c'est un gimmick de deux chats, un blanc et un noir, qui se chamaillent au fond du plan et qui se chamaillent donc pendant tout le film. Et apparemment, ça pourrait signifier cet antagonisme entre le bien et le mal, donc plus poussé comme étant la pureté ou la malveillance, etc. Et donc tous les personnages sont en fait traversés par ces élans plus ou moins purs ou plus ou moins malveillants pendant tout le film pour parvenir à leur fin, que ce soit à travers un mariage forcé, une mort simulée, une fraude à l'assurance, un partenaire un peu berné, etc., etc. Même si, finalement, ce film signe un happy end qui est assez rare, on va dire, dans la filmographie d'Emir Kusturica, comme je l'ai pu le dire, c'est quand même un contexte assez chargé, la guerre des Balkans, etc. Et ce film, ce serait une sorte d'appel à la paix fantastique, où les affaires restent quand même assez belliqueuses et promptes à de nouvelles intrigues malheureuses, malgré une belle fin pour nos personnages principaux. C'était donc la carte blanche de Théa. Merci beaucoup Théa pour ta petite carte blanche de cet épisode. Et on arrive du coup à la fin de cet épisode, de ce 27e épisode de Vidéo Club. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce 27e épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour être tenu au courant de toutes les nouvelles informations. Et notamment, on va avoir pas mal de choses qu'on vous parlera la prochaine émission. On a énormément de choses à vous dire et pas mal de nouveautés. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite dédicace en cette fin d'épisode, car nous avons eu Alexander qui nous écoute régulièrement, qui nous a reconnus dans la rue et qui est venu nous voir et qui est venu du coup discuter avec nous et qui a fait éloge de l'émission. Et c'est honnêtement, ça nous a fait très chaud au cœur. Merci beaucoup à toi Alexander. Donc on te fait une petite dédicace, un gros salut à toi et merci beaucoup. Et franchement, n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous rencontrez. On est toujours très content de discuter avec vous. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Je donne peut-être le petit mot de fin à l'ensemble de l'équipe avant de clore cette émission. Elsa, un petit mot de fin. Merci d'avoir choisi Fréquence Banane et plus particulièrement Vidéo Club. On se voit mercredi et gros bisous et passez une bonne reprise, de bonnes choses pour Spooky October. Et toi, Théa, un petit mot de fin pour les auditeurs et les auditrices? Apparemment, il y a un nouveau film qui a l'air très sympa, que je cherche en ce moment même, et qui s'appelle Tractor, parce que j'ai pas le début du film. Il y a un Tractor. Mais oui, tu sais, Extractor ou Creator. Creator. Ah, mais oui, c'est le truc le réalisateur de Rogue One qui a fait ça, je crois. Waouh. Apparemment, ça a l'air d'être un bon film, alors en tout cas, vous me trouverez dans les salles obscures pour aller le voir. C'est Raptor Pastor C'est Raptor Pastor. Oui, c'est ça, c'est le gars qui a fait Rogue One qui, du coup, c'est vrai qu'on en parlera, je pense, au prochain épisode. En vrai, je tease. Moi, à chaque fois que je fais mes. Maintenant, je vais teaser un film. Putain, voilà. Génial. C'est comme ça que je vais faire. Génial, incroyable. Merci beaucoup, en tout cas, l'équipe. Un très, très grand merci surtout à vous.
vous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc au prochain épisode dans 2 semaines, donc mercredi dans 2 semaines. En tout cas, en attendant, n'oubliez pas d'aller dans les salles obscures. Et surtout, n'oubliez pas, vive le cinéma! Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.